Bon, la première question qui a été levée lors de cette communication, c'était la question des langues. Parce que on estimait que dans mon travail, j'insistais souvent sur les langues soudanaises et laissant l'impression que je ne me préoccupais pas suffisamment des langues dites bantoues. Ben, j'ai souvent expliqué que c'est un choix délibéré parce que simplement, il faut faire des choix. Et dans le cadre de l'école des scribes, nous avons choisi la tutelle du Mandé. Nous travaillons sous la tutelle du Mandé et nous avons des ressources dans les ordres initiatiques du Mandé. Nous travaillons avec les Mandingues. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je sais que nous parlons la même langue. Donc, puisque cette famille de langues, y compris même en linguistique, aujourd'hui est appelée la famille Niger-Congo. C'est celle que je présente ici. Et par plusieurs exemples, je peux l'illustrer, mais je ne veux pas être long sur ce point. C'est simplement pour dire que il n'est pas nécessaire de connaître toutes les langues africaines pour pratiquer l'approche analytique que j'ai appelée la méthode Kuma. Il est essentiel pour moi de comprendre le paradigme, la vision du monde de nos ancêtres. C'est ce qui permet en fait de rapatrier tout le savoir qui subsiste dans nos langues, quoi qu'elles soient éparpillées aujourd'hui. Mais ce n'est qu'apparent. La réalité, c'est que, comme Cheikh Anta Diop d'ailleurs l'envisageait, il existe bien et bien une unité culturelle qui n'est pas compliquée à démontrer. Bon, donc, ça c'est la première chose. Je vais citer, pour appuyer mon propos et pour justifier du fait de l'importance accordée aux langues soudanaises, je vais citer une auteure qui s'appelait Lilia Somberger. C'était une linguiste franco-britannique, mais en fait, quand on le dit de cette façon, on ne sait pas toujours que c'était une femme noire, mais c'était ça. C'était une femme noire, Lilia Somberger, Hamburger, on dit Lilias Hamburger parfois. Donc en 1928, elle publie un article sur les noms égyptiens des parties du corps dans les langues négro-africaines. Cet article de 4 pages est en quelque sorte une introduction à ses travaux sur les relations entre l'Égyptien et les langues négro-africaines. Il ressort, dit-elle, de mes recherches que les langues négro-africaines, tant bantoues que soudanaises, dérivent d'une langue commune qui est représentée par l'Égyptien. C'est ce qu'elle dit. La particularité de cette étude sur le nom des parties du corps vient de ce que les mots de cette catégorie ne sont pas de ceux que l'on emprunte. Okay. Comme le rappelle par ailleurs la linguiste qui se limite à décrire des formes parfaitement synonymes et présentant des correspondances claires et justifiées par de nombreux exemples. Les résultats que présente Lilia Somberger ont été commentés par Antoine Meillet. Qui est Antoine Meillet? C'était son professeur, c'était aussi le principal linguiste français des premières décennies du XXe siècle. Donc, ce sont des personnes qui ont contribué à façonner cette science qu'on appelle aujourd'hui la linguistique. Lilia Somberger était bon, elle a été présidente de la Société linguistique de Paris. Enfin, elle était, voilà, c'est même peu de le dire. Elle savait de quoi elle parlait lorsqu'elle traitait de ces questions. C'était une linguiste de haut vol. Alors, Meillet, son prof, dit les preuves d'ordre grammatical exposées par l'auteur de la communication dans deux mémoires actuellement à l'impression et les preuves d'ordre lexicographique qui viennent d'être exposées me paraissent frappantes. Ça, c'était pour indiquer que ce qu'elle disait avait quelque sens et naturellement, il fallait y porter une attention singulière. Bon. L'année suivante, c'est-à-dire en 1930, Lina Somberger adresse une lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'appelait René Kaya, dans laquelle elle écrit ceci. Il y a quelques mois, j'ai eu l'insigne honneur de rendre compte à l'Académie des résultats de mes études des langues négro-africaines et de l'égyptien. J'ai conclu en ces termes, les langues négro-africaines modernes dérivent de l'égyptien. Il m'est possible aujourd'hui de confirmer et de préciser la chose. J'ai constaté en effet que les dialectes mandés du Soudan occidental représentent un dialecte copte peu modifié sinon au point de vue phonétique, nul n'ayant jamais hésité à classer les langues de type mandé parmi les idiomes dits africains, et la parenté des langues africaines étant pratiquement admise aujourd'hui, démontrer que le mandé n'est qu'un dialecte copte, c'est trancher de façon définitive la question de l'origine des parlers africains modernes. J'ai tenu à mettre l'Académie au courant de cette découverte, parce qu'à l'époque, c'était une découverte. Ce qu'elle dit ici est très important, parce qu'il faut savoir se représenter ce qu'est le copte. Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens, mais en fait, elle montre que la langue parlée par les anciens Égyptiens subsiste à travers le malinké, le bambara. C'est ce qu'elle est en train de dire. C'est la raison pour laquelle nous y accordons aussi une attention singulière. Et dans cette seconde partie, je vais vous montrer, pas seulement par les langues, mais par les faits de culture, à quel point euh, il faut se représenter les peuples mandingues comme les héritiers, les descendants des anciens Égyptiens. Je vais vous le montrer, je vais l'illustrer de plusieurs façons, vous allez le comprendre. OK? Mais naturellement, avec l'idée que ce n'est pas quelque chose d'exclusif.
parce que c'est une civilisation. Le Nil, c'est le fleuve le plus important du continent. Donc, la plupart des peuples, généralement, se regroupent. C'est au bord des fleuves qu'on fait la civilisation. Donc, le Nil a été un lieu où se sont massés un nombre conséquent de peuples. Donc, il y a toujours matière à faire des découvertes dans ce sens. Mais il fallait faire un choix. Puisque les corpus mandés sont bien connus et bien étudiés, pour nous, c'est relativement simple de faire de ces rapports pour illustrer la survivance de l'Égypte pharaonique à travers les traditions du Mandé actuel. Bon. En 1930, Lilia Somberger publie un mémoire dans lequel ses découvertes se font plus précises. Elle dit: il suffit de rapprocher les faits pour se convaincre que le malinké et le bambara sont des dialectes coptes. Donc c'est clair, hein? C'est clair. Si l'ordre des mots a changé, le vocabulaire et les morphèmes ont peu évolué, le vocabulaire et la morphologie du copte et du mandé se recouvrent. L'évolution phonétique à laquelle les mots mandés doivent leur forme était amorcée en copte, ainsi que les modifications d'ordre syntaxique. Le mandé, que l'on cite volontiers comme un exemple typique de langue négo-africaine, apparaît avec évidence comme un représentant moderne du copte. C'est assez clair. Donc, la question des langues, de mon point de vue, peut être réglé par ce moyen qui consiste simplement à observer les faits de langue, c'est-à-dire linguistique, pour tirer des conclusions relativement euh, définitives sur cette question. Bon, ça, c'est la première chose. La critique 1, faite donc par Todd, il s'appelle Todd Aboney, hein, euh, c'était celle-ci, qui consistait à dire: la langue ne suffit pas, il faut y adosser ce qu'il appelle la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? C'est un mot savant, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? C'est l'étude des phénomènes, étude dont la structure se fonde sur l'analyse directe de l'expérience vécue par un sujet. C'est-à-dire que il estime que je porte une attention particulière ou essentielle aux langues sans me soucier de ce qu'on observe matériellement au sein des peuples. Par exemple, d'ailleurs, il est soutenu dans cette démarche, c'est une critique qui est aussi faite par Mobali, qui dit parfois que on ne peut pas expliquer qu'on vient d'Égypte quand aujourd'hui on ne sait même plus, je ne sais pas moi, faire les pyramides, ce genre de choses. Donc il faut observer. Oh, la langue ne suffit pas pour démontrer un fait de culture. Et je vais vous montrer qu'en réalité, la langue n'est qu'une introduction et que la civilisation est maintenue dans la langue. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'exemple de la pyramide, qui est le symbole même de cette civilisation. Et je vais vous montrer comment la pyramide subsiste au Soudan occidental. Donc, c'est important. Tout d'autant plus que mes chaussures sont encore pleines de la poussière d'Égypte. Donc, on y vient là. OK? Bon, je vais introduire le sujet de cette manière, en citant un ouvrage qui est Le Renard pâle. Le Renard pâle, c'est un ouvrage publié dans les années, on va dire 50, par deux auteurs français, Marcel Griol et Germaine Dieterlen. Marcel Griol et Germaine Dieterlen, qui ont été longtemps au Soudan, notamment auprès des Dogons, et ouvrage donc qui est une véritable somme de connaissances pour ce qui concerne les corpus mandés. Bon. On dit, à l'origine, avant toute chose, était Amma, Dieu, et il ne reposait sur rien. L'œuf en boule d'Amma était clos, mais fait de 4 parties dites clavicules, elles-mêmes ovoïdes, qui étaient unies comme soudées les unes aux autres. Amma est 4 clavicules jointes, il n'est que ces 4 clavicules. On dit, les 4 clavicules d'Amma jointes, c'est-à-dire collées, forment ou sont une boule et on ajoute, après cela, il n'y a rien. C'est-à-dire, à part cela, rien n'existait. Au sens originel, les 4 clavicules sont également la préfiguration des 4 éléments fondamentaux. Les Dogons disent Kizéné, chose 4, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu, la terre. Semblablement, les bisectrices idéales qui les séparent marqueront les directions collatérales. On dit Sibéné, angle 4, c'est-à-dire l'espace. Bon. Qu'est-ce que c'est que les clavicules? C'est un mot qu'on utilise au Soudan de plusieurs façons. Mais les clavicules sont une manière de désigner les 4 éléments fondamentaux occupant les 4 secteurs de l'œuf cosmique duquel a surgi la vie sous forme de lumière. OK? Amma, c'est le nom que les Dogons donnent au Dieu créateur. C'est lui qu'on appelle Amon en Égypte antique. Il y a plusieurs façons de le reconnaître. Le mot Amma, chez les Dogons, signifie tenir serré, maintenir à la même place, sous-entendu les 4 éléments fondamentaux. Donc, ce qu'on appelle Dieu pour le Soudanais, c'est la somme des 4 éléments fondamentaux. D'accord? Il faut bien le comprendre. Ça n'a l'air de rien de cette façon, mais c'est cette manière de voir qui justifie de nos principales institutions. En particulier, l'institution que les Dogons appellent Mangou et que les Bambara Malinké appellent la Sanankunya, qui est l'Alliance cathartique.
Parce que les 4 éléments fondamentaux dénotent, comment dire, qu'est-ce que sont l'air, le feu, l'eau et la terre, euh, colore, si je puis dire, les peuples qui constituent une nation. C'est-à-dire que vous venez du sud, vous venez de l'est, vous venez de l'ouest, vous êtes porteur de cette charge dans la société. Et pour s'unir et pour faire corps, puisque c'est même la base de l'alchimie, puisque en fait, vous devez savoir que ces éléments s'excluent. L'eau et le feu ne font pas bon ménage, mais ils sont associés dans le corps humain. Ça veut dire que Dieu est un alchimiste. Il a su faire se mettre ensemble des éléments qui naturellement s'excluent, ou s'éteignent. La terre éteint le feu, etc. Enfin, c'est des choses que vous savez, ce sont des banalités. C'est pour dire que la diversité ou le contraire, c'est pouvoir euh, s'associer. Et cette alchimie-là, cette manière d'associer les choses, c'est ce que font nos institutions, notamment ce qu'on appelle la Sanankunya, qui est l'alliance cathartique ou la parenté dite à plaisanterie. D'accord? Donc, quand on dit que le nom de Dieu signifie tenir serré, maintenir à la même place, ça n'a l'air de rien, mais c'est pour manifester le principe de l'unité, le principe de l'union en ensemble de faits. Et il y a des dérivés dans les langues africaines. Par exemple, en Swahili, on dit Amani, c'est la paix, c'est le nom de Dieu. Quand on parle des Jeux Olympiques, par exemple, vous savez que l'Olympe, c'est le domaine de Zeus. Zeus, c'est Amon, c'est Amma. Je vais le montrer aujourd'hui. Vous allez voir comment on arrive au nom Zeus. Hein. Mais les Jeux Olympiques, c'est une manière, c'est la parenté à plaisanterie basique en Afrique. Plutôt que de se faire la guerre, on organise des jeux. C'est pour ça que dans le nom d'Amon, il y a ce qu'on appelle le jeu Sénète. C'est un jeu, une sorte d'échiquier. Chez les Degons, ça se dit Sénat. Sénat veut dire divertissement, danse, jeu, plaisanterie. Donc, c'est l'alliance cathartique qui est illustrée de cette manière à travers le nom de cette divinité. Je tenais quand même, premièrement, à commencer de cette manière pour bien vous expliquer pourquoi il porte ce nom. Ama. Bon, voici l'œuvre primordiale, ici, tel que dessiné par les Dogons. Les 4 éléments fondamentaux sont jumeaux. Voici pourquoi il y a 8 signes dans 4 secteurs. C'est le 5, le fameux 5. Vous allez comprendre, il va revenir. C'est pour ça que j'ai dit souvent que Ama et Osiris, c'est le même. Sauf qu'il faut savoir appréhender la question, savoir comprendre comment on en vient à cette finalité. Je, dans les commentaires, si on a le temps, je vais y revenir s'il y a des questions pour vous expliquer mieux. Hein, parce que si je passe rapidement, parce que ce n'est pas compliqué à démontrer. Je veux pouvoir illustrer aujourd'hui des choses relativement compliquées parce qu'on a le temps pour le faire. Ce signe est appelé par les Dogons le ventre des signes du monde, où il y en a 266, hein, c'est-à-dire 14. Hein, voilà, donc c'est-à-dire 5. Hein, les 4 points cardinaux et là, le point axial. Ou ils disent aussi, ils appellent aussi ce symbole le placenta d'Ama. L'œuf primordial chez les Dogons, d'après une reproduction de Marcel Griot et Germaine Diterline. Et je vous présente un œuf, qu'on sache de quoi je suis en train de parler. Mais les Dogons dessinent ceci, d'accord, pour signifier l'œuf. Alors, vous avez 8 entités à l'intérieur de cet œuf, qui sont les 8 ancêtres primordiaux, d'accord, parce que les éléments fondamentaux sont des jumeaux, c'est des couples, ok, donc ils sont 8. Je vous présente la couronne d'Abba, enfin, ou d'Amon. Je veux dire Amma, parce que pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je l'appelle, mais je peux dire Amon. Voici sa couronne, d'accord? C'est le nom de sa couronne. Le nom que porte sa couronne en égyptien pharaonique. En transitaire, comme on peut, souti, on dit double plume. Et c'est la couronne qu'il porte. Ici, vous avez le dieu Amon. Il est en train de protéger un jeune pharaon qu'on appelle Toutankhamon. Bon, la statue de Toutankhamon est cassée, mais c'est pas grave, on sait que c'est lui. D'accord? Bon. Donc, c'est le nom de sa couronne. Sa couronne, c'est le nom de la plume, parce que c'est l'élément essentiel, c'est ce que nous on appelle le signe directeur dans l'approche analytique. On sait que c'est le nom de la plume. Donc, dès que vous voyez ça, vous devez savoir comment on appelle la plume au sein des langues mandingues. Vous devez chercher son nom. N'essayez pas de transitérer tout ceci. Ce sont des techniques égyptologiques qui peuvent vous mener à des choses qui n'ont pas vraiment de sens fondamentalement. Euh, vous allez comprendre. Bon, comment on se dit la plume au mandé? En malinké, on dit si ou sigi. On dit les deux. Parfois, le G saute. En Kafire, c'est le Sénoufo, hein, ce sont des dialectes Sénoufo. Les Sénoufo sont appelés Minyanka au Mali, ce sont des Mandingues. Le président Assimi Goïta, c'est un Minyanka, par exemple, je le dis pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler. Kafire, c'est Sige, plume. Shebara Sige, plume. Shenara Sige, plume. Et je rappelle que c'est le chiffre 8, même si vous ne le savez pas. Parce qu'en Bambara, pour dire 8, je dis Segi ou Segin. Sachez que j'ai dit 2 mots qui se prononcent, où cette ressemblance du point de vue de la sonorité porte une information intelligente. Ce n'est jamais, on ne parle pas par hasard. Le chiffre 8, pourquoi? Parce que l'œuf est constitué des 8. Des 8 ancêtres primordiaux, ils sont à l'intérieur de cet œuf. Bon, ça c'est la première chose. Mais on va pour l'instant, et c'est comme ça que se lit cette graphie, et je vais le démontrer. C'est pas Souti, ils écrivent Souti. Bon, non.
c'est Sigi ou Si en malinké. C'est la plume, c'est ça, hein, avec des variantes pour les langues, le sénophone, cela suffit. Je présente simplement ceci pour dire que on peut dire Segi, chiffre 8. Alors, maintenant, malheureusement, je ne peux pas me lever parce que j'ai le casque. Mais si vous observez la couronne que porte ce grand Dieu, elle possède 8 niches, fois 2, c'est-à-dire 16. Bon, je vais lire le texte. Chaque plume possède 8 niches, fois 2, c'est-à-dire 16. Si bien qu'au total, nous avons 32 niches. Autrement dit, 3 plus 2 égale 5. Le point axial et les 4 points cardinaux. C'est pour cette raison que parfois, quand les Dogons font des sorties, ils portent des masques. Par exemple, Kanaga, le masque Kanaga, c'est la Zasika, la croix, bon, dite gammée aujourd'hui. C'est un masque très important au Mandé. C'est exactement de ces... Parce qu'on peut remplacer cette couronne par une croix. Je dois vous... Parce que cette croix peut représenter le Dieu et ses 4 bras. C'est comme ça que les Mandingues fabriquent les masques sur cette base-ci. Parce que les masques viennent de cette connaissance-ci. Je dois quand même vous le dire. Hein. C'est important. Donc, le chiffre 5 revient encore ici pour plusieurs raisons. Mais je vais simplement lire. S'il faut faire des commentaires, je ferai ensuite. Donc, je dis, chaque plume possède 8 niches, fois 2, c'est-à-dire 16, si bien qu'au total, nous avons 32 niches. Autrement dit, 3 plus 2 égale 5. Le point axial et les 4 points cardinaux. C'est-à-dire l'œuf, parce qu'on peut remplacer cette couronne par un œuf. On pourrait poser un œuf sur sa tête, ça aurait le même sens. En fait, symboliquement, c'est ça. La création, alors, le nombre 5 est la synthèse du créateur et de son œuvre. C'est ce que dit Solange de Gannet qui a travaillé avec les Bambara. Ici, elle analyse les nombres chez les Bambara. Voici ce qu'elle dit. Elle dit, le nombre 5 est la synthèse du créateur et de son œuvre. La création a été formée par 5 par le tournement des 4 mains. C'est pour ça que les masques sont de cette manière. 5 permet, dit-on, de comprendre toute chose. Par lui s'explique le mode de l'assise. Assise, c'est Sigi, des personnes. La masculinité et la féminité sont dedans. 5 représente la quadrinité du créateur, c'est-à-dire la quadrigémellité, c'est-à-dire les 4 éléments fondamentaux. 5 représente la quadrinité du Dieu créateur, l'air lourd contenant les 4 choses, air, feu, eau, terre. Le monde est divisé en 4 régions, est, ouest, nord, sud, l'année est divisée en 4 saisons, etc. 5 renferme donc tout le secret de la création et de Dieu lui-même, car 5 est le seul nombre qui est doublé, soit égal à l'unité, puisque 10 se réduit à 1. Donc on revient à la question du 28. Je peux passer par 28, par 14, plus 14. C'est la même chose, parce que il n'y a pas deux manières de concevoir Dieu au Soudan. Il est unique. Le principe du Dieu unique est acquis par ses moyens. C'est pour cette raison que souvent, quand on parle de polythéisme relativement à l'Égypte antique, parce qu'on ne comprend pas, évidemment, fondamentalement de quoi nous parlons. Voilà. Donc, je dis ceci. Écoutez bien, c'est très important. Vous allez comprendre comment les Dogons représentent la couronne du Dieu Amon aujourd'hui. Okay? Le nom de la couronne d'Amon, que vous voyez là, elle lui parle le malinké Sigi, je l'ai dit. En Tchébara, c'est Shige, plume. Kafir et Shige, plume. Chenara, chez Noufo, Shige, plume. Qui observe une assonance régulière avec le taureau Sodogon Singé, qui signifie superposer, mettre l'un au-dessus de l'autre. Se dit pour les étages d'une maison. D'où Singu, superposer. Sungo, mettre en tas, entasser, superposer plusieurs choses. Qui sont des homophones chez les Dogons de Sungu. 80, c'est-à-dire 8. Dans la même langue, l'ancienne base de compte au mandé est nombre à partir duquel on recommence à compter des dizaines, parce qu'au mandé, 80, c'est une unité. Chez les Dogons, on dit sungu pour dire 100 ou 80, dépendamment de la stratégie de compte qu'on adopte. Je poursuis. En toroso, le terme singé, superposé. Alors, le eng que vous voyez là, c'est un G qui mute, hein, parce que le G devient eng, dépendamment de la manière de prononcer. Quand je dis sigé ou singé, c'est le même mot. Je le dis parce que je sais que parfois on a des difficultés à l'entendre. Donc je dis, en taureau, sur le verbe singé, superposé est à l'origine du mot sirigué, maison à étage, terme qui désigne par ailleurs un masque dogon avec façade à niche, résurgence de la couronne du dieu Amon. Le masque sirigué se rapporte symboliquement à la descente de l'arche et à la purification de l'univers. Voici ce masque-là ici, que porte un dogon, d'accord, qui va comme ça en hauteur avec l'idée de superposer. C'est un masque à niche, c'est-à-dire un masque à niche. Et c'est une résurgence de la couronne du dieu Amon chez les Dogons aujourd'hui. Par l'étymologie même, on y vient, et par l'explication aussi. L'explication, c'est quoi? L'explication, c'est que ce masque se rapporte symboliquement à la descente de l'arche. Alors, l'arche symboliquement représente le placenta, je l'ai dit rapidement, je vais y revenir.
et à la purification de l'univers. Bon, maintenant, la purification de l'univers, ça ne pose pas de difficulté. Chacun sait ce que c'est que purifier. Mais qu'est-ce que les Dogons entendent par descente de l'arche? Pourquoi ils disent que ce masque représente la descente de l'arche? Dans la tradition Dogon, il existe un symbole qui illustre ce qu'on appelle la descente de l'arche. Hmm? C'est l'obélisque. Il dessine. Ce dessin que vous voyez là, c'est un dessin traditionnel Dogon. Il s'appelle ce dessin les périples Dogo. La descente de l'arche. C'est un dessin traditionnel Dogon, c'est une figure théorique. D'accord? Que vous allez trouver dans le renard pâle. OK? Je vais vous expliquer que c'est. Vous allez comprendre que c'est l'obélisque en fait. Vous allez comprendre. Je dis, quand ils disent descente de l'arche, les mots Dogon pour la descente sont connus. En Toroso, c'est Sugo, Sugu, Sugo, Sige. C'est le nom de la plume. Si vous êtes attentif, je ne sais pas si c'est le cas, vous verrez que c'est le nom de la plume Sigi que je viens de rappeler ici. D'accord? Bon. Des formes comparables au Toroso Sigu, souvent prononcées Sigi par assimilation, désignant la fête soixantenaire du renouvellement du monde qui correspond à la révolution du compagnon de Sirius, qui est appelé Potolo, l'étoile du Fonio, ainsi qu'à la période moyenne de vie d'une vie humaine. Parce qu'on dit le Sigi. C'est la fête la plus importante chez les Dogons, mais on devrait dire Sigu. On dit Sigi par altération. Hein. Bon, voici l'obélisque que vous avez ici. C'est translitéré quelque chose comme Teken par les égyptologues obélisques. En Bambara, les Bambara sont les voisins des Dogons. Ce sont des Mandingues également. Comment on dit descendre? En Bambara, on dit digin. Descendre, atterrir, accoucher. C'est ça qui est écrit ici, soi-disant Teken. Je vais vous le montrer. C'est digin. C'est pas Teken. Comme disent les égyptologues. Ça se lit digin. Descendre. Parce que c'est la descente de l'arche. C'est ce qu'ils font ici. OK? Descendre, atterrir. On dit en Bambara, digine, c'est un homophone pour dire le grenier. Parce que les Mandingues comparent l'œuf du monde à un grenier. Je reprends. Les Mandingues, dans l'ordre des comparaisons, ils comparent l'œuf, 1, à un grenier, 2, à la termitière, qui est aussi en pointe. Mais je ne vais pas parler de la termitière aujourd'hui, ça nous mènerait loin. Je vais militer à quelque chose qui est intelligible, simplement, pour comprendre. OK? Donc, je dis, le mot Bambara est digin, pour dire descendre, et on dit digine, le grenier. OK? On dit diginda, descendre, digini sur la maternité, parce que la naissance est perçue comme une descente. Parce que traditionnellement, les femmes africaines accouchaient à genoux. C'est aujourd'hui qu'on se couche. Enfin, je pense que vous le savez. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis. Elles s'accroupissaient. En Égypte antique, c'est le cas. Il y a des images même qui le montrent. D'accord? Je ne sais pas si vous savez ça, mais je vous le dis. Ah, ok. Ah, ben voilà. Ok. Voilà, c'est une descente. La naissance est une descente. Voilà pourquoi on dit la descente de l'arche. L'arche, c'est le placenta. L'arche, c'est le placenta, c'est-à-dire un œuf. Un œuf. Le placenta, c'est un œuf. C'est l'œuf des mammifères. Je pense que vous le savez. Voilà. Donc, en Bambara, d'ailleurs, en Wolof, Digen, c'est la femme. En Wolof, Digen, c'est la femme. Pourquoi? Enfin bref, on va y venir. Je vais vous expliquer ça bien clairement. En Bambara, Digen est la lecture précise du nom de l'obélix. C'est-à-dire le grenier. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi? Pourquoi j'ai dit grenier, ça sort d'où? Vous allez comprendre. Bon. Donc, voici la figure symbolique. Donc, ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas au Mali des obélisques qu'ils ne savent pas ce que c'est. J'ai toujours expliqué que la matérialité du monde subsaharien, c'est-à-dire des peuples noirs aujourd'hui, n'est pas à la mesure de leur civilisation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les coudées franches dans nos lieux de vie. Nous ne sommes pas souverains chez nous. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous faisons des républiques au lieu de faire des royaumes, des empires. C'est déjà un premier problème. Nous faisons la démocratie quand il faut faire la Sadankunya. C'est déjà un second problème. Donc, nous sommes aliénés. C'est pour cette raison que notre environnement de vie ne ressemble pas à la langue que nous parlons. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que si nous faisons ce que nous savons dans nos langues, nous allons construire un univers qui va ressembler à l'Égypte pharaonique parce que c'est ce que nous faisons quand nous sommes nous-mêmes. Vous comprenez? Voilà. Et ils dessinent ça, les Dogons. C'est extraordinaire. Bon, je poursuis. Je vais parler du grenier céleste. Les peuples mandingues, je l'ai dit, comparent le grenier à un œuf. Pour avoir les détails, je vous renvoie au Dieu d'eau, qui est un livre public aujourd'hui en PDF sur Internet. C'est un livre où Marcel Griol s'entretient avec un prophète soudanais qui s'appelle Ogotemeli. Vous devez lire ce livre, vous n'allez pas comprendre les premières lectures, c'est pas grave, mais vous devez au moins entendre ces paroles, elles sont saintes. Bon, et Ogotemili fait ce rapport chaque fois. Il dit grenier et œuf indifféremment. Bon, donc je dis, pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il faut connaître comment on appelle l'œuf en égyptien pharaonique, puisqu'on parle de l'œuf depuis tout à l'heure.
Le nom égyptien de l'œuf est connu. Le voici. C'est une graphie. Il est lu par le copte, donc ce n'est pas une convention. Je sais comment ça se dit. Souké, œuf. Lui-même issu d'un verbe qui est souk, qui signifie amasser, rassembler, réunir. Voici pourquoi le nom de Dieu, c'est tenir, serré, maintenir à la même place. Le nom de Dieu. Il est 4 éléments. Voici pourquoi on utilise un œuf pour illustrer l'œuf cosmique, parce que c'est le même sens. Réunir, c'est rassembler, c'est mettre ensemble. OK? Je poursuis. Auquel correspond notamment le bambara. En bambara, on dit sogo ou sogolon pour dire entassé. On dit sogo, brodé, entrecroisé, percé, piqué, c'est-à-dire mettre ensemble. Voici pourquoi c'est une tisseuse. L'araignée, souvent on parle des mythes de l'araignée salvatrice, c'est sogolon. Je ne veux même pas parler de sogolon aujourd'hui, c'est pas nécessaire, mais je pense que c'est un nom au moins qui va vous évoquer quelque chose. D'accord? Mais en bambara, on dit sogo, entassé. Ce mot-là correspond au nom de l'œuf en égyptien pharaonique. OK? En soninké, c'est soho, brodé. En malinké, c'est soron. Mutation phonétique parce que le G devient une sorte de R. Hein. Soron, broderie, enfoncé, planté, inséré. Chez les Dogons, c'est soro, tissé, enfilé, étage, ce qui est entassé. Tomboso, chez les Dogons, soro, étage. En Walo, chez les Dogons, soro, étage, ce qui est entassé. En Perguetegu, soro, étage. En Togokan, soro, tissé. Soro, superposé, entassé. En Béni, suro, tissé. Naradama, sori, tissé. Ce sont des formes analogues au copte souré, aiguille, épine, piquant, pointe. La relation ainsi établie explique pourquoi les Grecs ont nommé cette structure architecturale obéliscos, broche, issue du mot obélos, aiguille. Je ne sais pas si ça va être clair, mais c'est ça qui permet de comprendre pourquoi les Grecs ont appelé cette affaire superposée obéliscos. Le soninké donne sororo, c'est le minaret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les minarets dans les mosquées, sachez que ce sont des obélisques. Quand vous voyez des flèches dans les cathédrales, ce sont des obélisques. C'est la même idée. C'est la même idée. D'accord? En malinqué, on dit sororo, minaret. En tomboso, soro, étage. Le minaret, c'est une maison à étage. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Vous verrez ça dans les mosquées dites dignes de ce nom. Les minarets, c'est quelque chose, ce sont les étages. En taureau, soro, c'est l'étage. L'obélisque est le modèle sounanais du minaret. Donc, c'est la base. L'obélisque a donné naissance au minaret et aux flèches des églises. Hein, c'est exactement de ça qu'il est question. D'accord? Bon, le grenier céleste, je poursuis. Obenga, en citant Obenga, Obenga nous dit quoi? Il nous dit que l'obélisque est un bloc de pierre, granit rose et d'assoin, quadrangulaire à sa base. Ce sont les 4 faces de l'obélisque sont les 4 faces de l'œuf. Ce sont les 4 secteurs là que vous voyez. C'est pour ça qu'il y a 4 faces. D'accord? Dont les faces montent en se rétrécissant peu à peu pour se terminer par une pointe en forme de pyramide, appelée habituellement pyramidion, c'est-à-dire petite pyramide. Entre ces 2 figures géométriques et architecturales, la pyramide et l'obélisque, il y a une communauté d'origine. Parce qu'on dit que la pyramide, tout comme l'obélisque, sont des lieux d'ascension du soleil. Donc, c'est ça qu'on appelle l'obélisque. C'est la descente de l'arche. Pourquoi? Parce que c'est un œuf. C'est un œuf que vous voyez là. Cet obélisque-là, c'est l'œuf primordial. C'est exactement de ça qu'il est question, avec des 4 faces, qui représentent les 4 points cardinaux, évidemment. Hein? D'accord? Bon. Il se trouve que j'ai rappelé qu'en bambara, on dit digine pour dire grenier. On doit pouvoir comprendre. Quand je prends le dictionnaire soninké ici, en soninké, digine signifie jar, cruche, canari. Je présente l'image de la chose en question. Et en soninké, le même mot digine désigne le grenier. Bon. Quand on va chez les Dogons, qu'est-ce que Ogotemili explique à Marcel Griol? Il y a d'abord cette image qui est présente dans le bouquin, plan de base et plan de l'étage du grenier Dogon. À côté, il dit poterie centrale du système du monde. Poterie, c'est la jarre, hein, Djigine, d'accord? Du système du monde, parce qu'il appelle ce système le système du monde. Si vous observez les secteurs du plan de base du grenier, il y a 8. Ça monte en spirale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Bon, je le dis déjà, parce que je veux que vous soyez attentifs. Sachez que c'est le plan de la pyramide. Mais il ne s'agit pas simplement de le dire, encore faut-il le démontrer, c'est ce que nous allons faire. Je vais lire le texte. Le grenier à partir duquel les Dogons expliquent le système du monde est décrit. Dans l'édifice céleste, ces compartiments avaient un ordre. Le premier était celui de droite en entrant à l'étage inférieur, le second celui de droite au fond, et ainsi en tournant. Le cinquième était celui du haut à droite, et ainsi de suite jusqu'au 8e,
qui était celui de gauche en haut. Chacun d'eux avait reçu l'une des graines, l'une des 8 graines données par Dieu aux 8 ancêtres, dans l'ordre suivant: le petit mil, le mil blanc, le mil d'ombre, le mil femelle, le haricot, l'oseille, le riz, la gigitaria, c'est-à-dire le fonio. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 éléments fondamentaux sont jumeaux, donc ils sont 8. Et à chacun correspond une graine. Voici pourquoi, quand on parle de l'œuf primordial, on peut également parler du grenier, qui est le lieu où on conserve les graines. J'espère que vous faites ce rapport. Je reprends, c'est important. Je peux parler de l'œuf. Je vais présenter les 8 ancêtres comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais ces 8 ancêtres sont associés à chacun à une graine particulière, qui est l'alimentation de base au Soudan. D'accord? Voici pourquoi on peut faire une analogie entre l'œuf et le grenier. Parce qu'il y a des correspondances du point de vue symbolique. Bon. C'est là où sort la vie. Bien sûr, bien sûr, absolument. Voilà. Donc, au centre, nous dit Ogotemili, une poterie sphérique symbolisait la matrice. Au centre du grenier, il dit, une poterie sphérique symbolisait la matrice. Une autre poterie plus petite, c'est le dessin qu'il fait ici. Une autre poterie plus petite obturait la première. Elle contenait de l'huile de l'anea acida et représentait le fœtus. Elle était obturée par une autre plus petite encore qui contenait du parfum, et sur cette dernière figurait une cupule double symbolisant les jumeaux. C'est ce qu'il représente ici. Ce sont des jarres, des canaris qui superposent de cette façon. D'accord? Au centre, c'est placé au centre du système, c'est-à-dire du grenier. Il place cette poterie sphérique qui symbolise la matrice. Bon. Quand on va regarder les pyramides maintenant, la pyramide porte un nom en égyptien pharaonique. Je dis premièrement, l'origine commune de l'obélisque et de la pyramide est perceptible à partir du nom que porte l'édifice, c'est-à-dire voici le nom égyptien de la pyramide. C'est translitéré MR, pyramide. C'est quoi le nom? Cette graphie correspond au soninké Mara, grenier, magasin, garder. En bambara, on dit Mara, les économies, les réserves. Parce que c'est pour le Soudanais, l'agriculteur, ses économies, c'est le grain, c'est le blé. En poula, on dit mar, garder, conserver. Malinké mara, garder, nourrir, économiser. Mandinka mara, garder. Le dictionnaire mandingue de Delafosse indique mara, dépôt, être en dépôt, garder en dépôt, conserver. C'est la lecture effective de cette graphie. Comment je sais que ce que je dis est vrai? Le mot pyramide, d'origine incertaine, puisque c'est le cas, provient probablement, mais en fait certainement, du songhai barma, grenier. OK? Marmite ou grand récipient en métal. Cette relation est confortée par le terme bourma, qui désigne la jarre ou la poterie en arabe du Tchad. Pourquoi la jarre ou la poterie? À cause du système du monde. Parce que la jarre et la poterie est placée à l'intérieur, au milieu une poterie sphérique symbolisait la matrice, à l'intérieur. D'accord? Donc c'est pour ça que le nom est transféré à l'édifice. D'accord? Citons également la Haussa Burma ou Buruma, panier en vannerie, le bozo Barama, marmite. C'est ça qui devient chez les Grecs Puramus, Puramis. C'est la même structure phonétique, sauf qu'ils font une mutation phonétique pour dire ensuite en français pyramide. C'est le nom de la marmite, de la poterie, de la jarre. D'accord? En malinké, c'est Barma, le chaudron. Bambara, Barama, marmite, Munjuk, Burma, Burma, marmite, formes qui peuvent expliquer le grec Puramis, pyramide. Mais en fait, c'est ça. Okay? Certaines légendes nées dans l'Orient byzantin témoignent de cette tradition lorsqu'elles voient dans les pyramides d'Égypte les fameux greniers de Joseph. Ça, c'est des histoires qui viennent de la Bible. C'est pour ça qu'ils ont retenu cette idée. Dans la Bible, avec l'histoire de Joseph, il disait que, enfin, on a supposé avec l'orthodoxie byzantine que les pyramides étaient possiblement les fameux greniers de Joseph. Mais ça vient de cette idée-ci, qu'en fait, il y a la pyramide a 8 faces. La grande pyramide de Gizeh, je ne sais pas si vous le savez. Elle possède 8 faces. Ce sont les 8 compartiments indiqués dès l'origine par Ogotemili dans le dieu d'eau. C'est de ça qu'il parle exactement. Mais ce n'est qu'une introduction, je vais y revenir. Bon. Dans le même livre, il présente donc ceci, ce dessin. C'est l'arche vue sous l'aspect du panier Tadou. Le panier Tazou ou panier Tadou, c'est un panier particulier chez les Dogons à base carrée et à ouverture circulaire. Obenga présente cet ouvrage ce dessin dans l'ouvrage qu'il publie sur la géométrie égyptienne et il a raison de lui dire que cette pointe qui montre là, c'est l'obélisque en fait. Mais c'est un dessin traditionnel dogon avec les points cardinaux, etc. C'est de cette façon. Je vais y revenir à la fin pour vous expliquer exactement ce que c'est. Mais les Dogons utilisent ce panier, c'est un panier renversé. Hein? Ils utilisent ce panier pour expliquer le système du monde. Et ce qu'ils appellent l'arche. L'arche, c'est le placenta, c'est-à-dire un œuf. Bon.
Le plan de base du grenier est un cercle et la terrasse représente un carré. Ce plan est symbolisé par le panier Tadou des Dogons à fond carré et ouverture ronde. Il s'agit du panier système du monde présenté par Ogotemili, prototype du grenier céleste, premier modèle de l'arche. Renversé, il représente le ciel, fond carré, image des points cardinaux et la terre, ouverture circulaire. Le carré et le cercle, disent les Bambara, sont tous deux comme une matrice. Ça, c'est ce que disent les Bambara. Au Soudan, on peut se servir du carré ou du cercle pour représenter une matrice. D'accord? En effet, ces deux figures géométriques peuvent être employées l'une aussi bien que l'autre lorsqu'il s'agit de représenter une matrice. Quoique la description de ce panier offre une cohérence avec celle du système du monde, le choix de cet objet l'est aussi en vertu de l'assonance, c'est-à-dire la ressemblance de sonorité que le mot tadou observe avec le mot talou ou tarou chez les Dogons qui désigne l'œuf. Voici pourquoi ils se servent aussi de ce panier qui s'appelle comme l'œuf. On dit par exemple Aduno Talou pour dire l'œuf du monde. L'œuf cosmique, l'œuf du monde. Chez les Dogons, Aduno Talou. Aduno, c'est le monde, Talou, c'est l'œuf. Et le panier s'appelle Tadou ou Tadjou. Donc, il y a cette ressemblance qui fait qu'ils font cette association. OK? On dit Aduno Talou, œuf du monde, pour nommer le placenta initial d'où est sortie la création. Et c'est le nom de cet œuf-ci. Adunotal ou Adunotalou, c'est comme ça qu'il l'appelle. Bon. Seconde critique du frère Todd, il dit les dieux grecs n'ont rien à voir avec les dieux égyptiens. La vision du monde est inversée parce que les Grecs seraient du patriarcat, les Kémites du matriarcat, ce qui est vrai. Il cite certaines divinités qu'on a trouvées un peu relativement tardivement en Égypte. Bon, en fait, des correspondances ont été faites notamment par Hérodote, qui dit que, par exemple, Osiris, c'est Dionysos. Donc, il cite Dionysos, Apollon, Zeus. Je vais vous parler de Zeus, parce que Zeus, c'est Zeus Amon, c'est-à-dire Amma. Je vais vous montrer pourquoi on l'appelle Zeus. D'où ça vient? Pourquoi les Grecs l'appellent? Est-ce que c'est vraiment grec ou c'est quelque chose qui nous appartient? Ce nom-là. D'accord? Est-ce que c'est grec? Voici Zeus Amon. C'est comme ça qu'il est représenté, une divinité, évidemment, de type eurasiatique, qui porte des cornes, les cornes de bélier. D'accord? Son nom, c'est Zeus Amon. C'est comme ça que les Grecs vont l'appeler. Ensuite, on va l'appeler Zeus tout court, mais c'est Zeus Amon. Horapollon, c'est un auteur du 5e siècle. Il a publié un ouvrage, Hieroglyphica, où il présente les hiéroglyphes, il dit plusieurs choses. Il dit ceci. Voulant désigner le dieu de l'univers ou le chiffre 5, il, en parlant des anciens Égyptiens, peigne une étoile. C'est ce que dit Horapollon. Voulant désigner le dieu de l'univers ou le chiffre 5, les anciens Égyptiens peignent une étoile. Diodore de Sicile dit ceci. C'est un auteur autour du 1er siècle. Il dit les anciens Égyptiens appelèrent le souffle vital d'un nom qui, traduit dans notre langue, c'est-à-dire le grec, donne Zeus. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important. Diodore de Sicile dit que les anciens Égyptiens appellent le souffle vital d'un nom qui, quand on le traduit dans la langue des Grecs, donne le nom de Zeus. C'est ce qu'il dit, c'est clair. Diaz de Velasco analyse donc ces notes et il dit ceci. C'est un auteur, hein, il dit ceci. Si au lieu de maintenir l'interprétation graïca, qu'est-ce qu'on appelle l'interprétation graïca? C'est l'habitude qu'ont eu les Grecs de faire correspondre leur divinité à des divinités égyptiennes. On va vous dire que Ptah, c'est Héphaïstos, que Athéna, c'est Neth. C'est ça qu'on appelle l'interprétation graïca dans la science, disons, qui s'occupe des questions de religion. Hein? Ces rapports qui sont faits. Okay? Donc, si au lieu de maintenir l'interprétation graïca traditionnelle Zeus égale Amon, parce que ça a été fait, à l'origine de laquelle se trouve Hérodote, parce que Hérodote fait ce rapport, nous prononçons le nom égyptien de l'air et le souffle vital, c'est translitéré, quelque chose comme Tchaou, je sais pas quoi, c'est pas grave, on va le lire. Pas trop loin de Zeus, du point de vue de la sonorité, encore moins à l'époque de Diodore, puisque dans les textes coptes, le nom est devenu Théou. Comment est-ce qu'on appelle euh, le, le souffle vital ou l'air, le vent en copte? C'est Tiou ou Théou. C'est ce qui est écrit ici. On peut dire Tiou ou Théou. Hein. C'est écrit en copte, mais je l'écris avec des lettres latines pour que vous sachiez le lire. Tiou ou Théou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Diodore de Sicile dit que quand on traduit le nom du souffle vital, ça donne Zeus, ça veut dire que le nom de Zeus a quelque chose à voir avec Tiou ou Théou. C'est sûr. C'est ce que ça veut dire de manière claire. Bon. On va aller dans les graphies parce que ce sont les hiéroglyphes qui vont nous donner le fin de la chose. Premièrement, effectivement, en égyptien pharaonique, pour signifier l'étoile, pour signifier le chiffre 5, on peut dessiner une étoile. On le trouve dans les dictionnaires, notamment le Wörterbuch. Le chiffre 5, voici sa graphie. En copte, ça se lit Tiou. 5. L'étoile, en copte, se dit Siou. C'est le nom de l'étoile, en copte. La lecture de cette graphie. OK? Le souffle, le vent.
Voici la graphie en égyptien pharaonique. Ça se lit Théou, vent souffle. Ce sont des homophones. Il y a une homophonie évidente, une assonance évidente. Si vous entendez ce que je dis. Tiou, Théou, Tiou. Étoile, souffle vital, 5. Est-ce que c'est clair pour chacun? J'espère que vous l'entendez. Bon, alors, je ne vais pas revenir sur le chiffre 5, mais insister simplement sur le fait que si c'est le chiffre 5, c'est parce que c'est cette couronne-là qui transporte déjà cette information. C'est pour cette raison qu'on sait que c'est lui qui va donner Zeus, vous allez comprendre, mais je veux quand même revenir sur ce que j'ai dit par ailleurs en insistant tout à l'heure sur la couronne, sans plus avoir à expliquer toute la chose, parce que c'est la quadrinité de Dieu est fixée dans le chiffre 5. Voici pourquoi on va tirer le nom de Zeus de ce Iou-là, vous allez comprendre, qui signifie 5 en copte. Bon. En réalité, cette graphie-ci que vous avez ici, quand les égyptologues traduisent air, vent, souffle, et le copte théou va dire vent, souffle, c'est le nom du nez dans les langues bantoues. C'est ce mot-ci. En Mwaneka, au Cameroun, domaine Manengumba, au littoral du Cameroun, on dit dio, c'est le nez. C'est ça qui est écrit ici avec des hiéroglyphes. C'est ça que le copte dit théou. D'accord? Pour dire vent souffle. Pourquoi? Parce que le nez, c'est le réceptacle du vent, du souffle. Je pense que c'est clair. Il faut faire ce rapport. Hein? En Bakaka, au Cameroun, Dio, c'est le nez. En Belong, c'est Dui, c'est le nez. Euh, on dit Dio, le nez. Babong, Dio, le nez. Moi, Dou, le nez. Eton, c'est Doi, le nez. Lefo, Doui. Enfant, c'est Dui. Ce sont ces mots qui lisent cette graphie-ci, qui est supposée être l'origine du nom de Zeus. Ce sont ces mots, je répète. Vous devez m'entendre, c'est très important. Qui lisent cette graphie qui est supposée être l'origine du nom de Zeus, d'après ce que dit Diodore de Sicile. D'après le copte même, Tiou, ce sont les formes. Le D et le T sont interchangeables. Quand je dis en Waneka, Tiou, Dio, le D là peut devenir un T. C'est une mutation phonétique usuelle. Le D et le T, c'est la même lettre fondamentalement. Quand on prononce, ça dépend de la manière dont on prononce. Mais c'est la même lettre. D'accord? Donc, je suis en train de dire des choses bien claires. Bon. Comment je vérifie que j'ai raison? Que je suis déjà dans une compréhension de Zeus? Parce que Ambassa, Ndoi, qui désigne le nez chez les Étones dans le même pays, le Cameroun, c'est le nom de l'aigle. L'aigle, c'est l'emblème de Zeus. C'est l'animal qu'on lui attribue. Chez les Nzui, c'est le vautour. C'est un autre animal qui est associé à Zeus, parce que c'est lui qui va punir Prométhée. Parce que c'est ça, c'est le vautour. Ou l'aigle, parfois, dépendamment des mythes. Souvent, on utilise l'aigle ou le vautour, mais c'est Zeus. Pourquoi? Parce que enfant, je dis Nzui, c'est le nez, je dis Nzui, c'est le vautour. Vous voyez? C'est par l'homophonie qu'on produit une iconographie. Et c'est voilà pourquoi on associe cet oiseau à cette divinité qu'on appelle Zeus. Bon, en lingala, ndoi, ça veut dire homonyme, homophone, homographe. Ça, c'est juste un clin d'œil que je veux faire. Mais comment les Dogons disent homonyme? Ils disent Aton. Parce que vous savez qu'il y a eu une discussion entre Amon et Aton. On dit que Akhenaton a fait une réforme. On peut discuter de ça, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Mais je voulais vous montrer en fait simplement quelque chose de simple. C'est que ce que je suis en train de dire là est très important. Hein. Je ne veux pas développer sur la question de l'homonyme, l'homophone. Pourquoi Dieu est notre homonyme? Pourquoi il y a cette relation de gémellité entre la divinité et puis nous-mêmes? Mais je voulais simplement montrer que, enfin, vous instruire sur le fait qu'il y a une analyse à faire de ce point de vue-là. Je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui parce qu'on peut le faire à d'autres occasions, mais je voulais quand même vous dire que il y a le principe de gémellité entre le monde visible et le monde invisible existe et c'est ce qui soutient ces correspondances-là parce qu'on ne parle pas au hasard, on ne dit pas les choses pour rien. On ne parle pas pour rien, d'accord? Bon, ça c'est un détail. Bon, maintenant, quand je vais dans les langues, vous allez comprendre d'où ça vient, ces œufs. En malinké, Dio veut dire mystère. Ça désigne même le fétiche. En léfo, au Cameroun, Dio, c'est traduit en français par Dieu. Et ce n'est pas, ça ne vient pas du français. Ils n'ont pas d'autres mots dans le domaine Manengumba pour dire Dieu. Ils disent Dio pour dire Dieu. OK? En Bassa, c'est Job pour dire Dieu. Mais en fait, on sait que c'est le soleil. Parce qu'en Bassa, Job désigne le soleil, mais parfois, les Bassa chrétiens, quand ils parlent de Dieu, ils disent Job. Parce qu'on appelle Dieu comme le soleil en Afrique. En Monica, c'est Dio, Dieu. Moahed, Dio, Dieu. En Chiluba, Djouba, c'est le soleil. Sachez que c'est le même mot. Hein. En Kissi, c'est Jova. Kissi, c'est une langue bantou. C'est le soleil. Manda, Jova, c'est le soleil. Tanga, Yovi, c'est le soleil. Le latin va dire Jovis, qui est Jupiter, c'est-à-dire Zeus. Parce que le latin a le génitif, le datif.
Jupiter et Jovis, c'est le même mot en latin. On l'appelle parfois Jovis, parfois Jupiter. Et Jupiter, c'est Zeus lui-même. D'accord? C'est comme ça que les latins l'appellent. Et c'est ça qui produit le tétragramme Yahvé, là. Yovis, Yava, c'est ça le Yahvé, là. C'est ça. C'est le même Dieu. Et c'est le nom du soleil en Afrique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que il dit que le souffle vital a produit, c'est Dieu. C'est pour ça que Diodore de Sicile dit ce qu'il dit là, en fait. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de divinité en dehors de l'Afrique. Même si aujourd'hui les Israéliens se battent au nom de Yahvé avec les Palestiniens, voilà, c'est ponctuel. Parce que l'histoire veut ça, mais la réalité, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est appartient, parce qu'ils sont sortis d'Afrique avec ces connaissances-là. Il faut quand même le savoir. Et c'est bien de réhabiliter ça. C'est un corpus qui appartient au peuple subsaharien. Et il s'agit simplement de le comprendre. Je ne suis pas ici en train de vous encourager à perpétuer une certaine habitude dans les églises, parce que c'est aliénant d'une certaine manière. Mais il faut comprendre comment la chose est sortie. C'est ça. C'est sorti de cette façon. Et la plupart des gens ne savent pas que Yahvé, c'est Zeus, c'est le même. Et que c'est Amma, c'est le même. C'est la même entité, c'est la même divinité. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Mais il est théorisé dans les corpus soudanais. Ce sont nos langues qui transportent sa connaissance. D'accord? C'est ça. Bon, si c'est clair. Quelle est l'étymologie de Zeus? Pourquoi je sais que c'est le soleil? Parce que maintenant, on va dans l'étymologie. On dit du grec ancien Zeus apparenté au latin Jupiter, c'est clair. Au sanskrit, Dieu. Dieu, en sanskrit, c'est Dieu. C'est le nom du nez, du souffle vital, comme je l'ai montré tout à l'heure. On dit parfois que ça vient de l'indo-européen commun Dieu, Dieu, lui-même issu de Dei, briller, qui donne aussi Dios, divin, Delos, visible. Le sanskrit, Dio, ciel lumineux, le latin dies, le jour. C'est le soleil. C'est le soleil. C'est ce qui est vu. La manifestation de Dieu, c'est le soleil. La lumière, c'est ça. D'accord? Donc, c'est la preuve simplement que c'est le nom du soleil. C'est ça, c'est simple. C'est le nom du nez. Et c'est la base, c'est la lecture de cette graphie. Et je tiens la certitude de tout ceci à travers la note introductive, rappelée ici par Diodore de Sicile, c'est suffisant. Bon, si je vais dans le dictionnaire Barbara ou Malinké de Maurice Delafosse, le dictionnaire mandingue, qu'est-ce que veut dire Dio? Vous allez comprendre. Ça s'écrit de plusieurs façons. On écrit Dio, Dio ou Diou. Divinité occulte généralisée et au pouvoir spécialisé. Objet consacré à une telle divinité. Amulette ou talisman agissant par sa vertu. Sort ou maléfice causé par son intermédiaire. Société consacrée à son culte. Dans les composés, Dioden, individu à donner au culte d'une divinité. Fidèle, membre d'une société consacrée au culte d'une divinité. Diofa, prêtre d'une divinité. Diocolon, bigarrure d'une divinité, c'est le nom du léopard. Diona, prêtresse d'une divinité. Diosé, surnom donné à un enfant dont on attribue la naissance à l'intervention d'une divinité. C'est ça, Joseph, soit dit en passant. Parce qu'on dit qu'il est la tutelle de Jésus, on vous embrouille. C'est Diosé qui va donner Yosef. D'ailleurs, même en bas ça, on dit Yosef. C'est incroyable. Et Diotana ou Diotene, personne ou chose qui est sacrée pour une divinité à laquelle celle-ci ne peut faire de mal. C'est-à-dire son Tana, c'est-à-dire son antique. Ouais, son Tana, je ne sais pas comment le dire autrement. Diotigi. Diotigi, chef du culte d'une divinité, chef d'une société consacrée au culte d'une divinité, gardien ou détenteur d'un objet consacré à une divinité ou servant à son culte. C'est ça, parce qu'en malinké, en bambara, on dit Diotigi ou Dioti. C'est ça, Djeuti, qui est la tutelle du clergé égyptien. Ce fameux Thoth. C'est Diotigi ou Dioti. Dioti, en, en malinké, signifie chef du culte d'une divinité, chef d'une société consacrée au culte d'une divinité, gardien ou détenteur d'un objet consacré à une divinité ou servant à son culte. C'est pour ça que Thoth est la tutelle, la divinité tutélaire du clergé égyptien. C'est lui la divinité qui gouverne le clergé des anciens égyptiens. C'est ça, c'est clair. Et c'est ça son nom ici. Diotigi ou Dioti, c'est ça. Vous voyez, c'est clair. Bon, critique numéro 3. Et là, c'est quand même quelque chose qui m'a retourné. Le frère Thoth dit que Osiris est la matière et que Isis est le monde intelligible. C'est-à-dire, il inverse ce que j'enseigne depuis des années. Parce qu'il dit que comment Dibon Marie peut dire que Isis est la matière? Est-ce que la femme est quelque chose qu'on use? On use de la femme parce qu'il prend ça comme une démarche un peu misogyne, je ne sais quoi. Et il explique que le réceptacle n'est pas symbolisé par la femme. Bon, et si je ne veux même pas durer, c'est simple. Voici la note de base.
qui nous sert de départ. Alors, souvent, la critique est faite en disant que comment on peut prendre comme référent Plutarque, Diodore de Sicile, ces Grecs, est-ce qu'ils peuvent parler de la tradition africaine? Supposément parce qu'ils étaient des Blancs. C'est comme ça que la chose est perçue. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est deux choses. La première chose, c'est que les Plutarques, les Diodore de Sicile d'hier sont les Marcel Griol, les Germain d'Iterline d'aujourd'hui. Ils ne font que transférer ce qu'ils ont entendu. Souvent, Plutarque dit, même Diodore de Sicile dit, les Égyptiens disent que. Les Égyptiens disent que. Hein, ils sont très peu dans l'analyse pour eux-mêmes. Ils prennent des paroles des interprètes, de leurs interlocuteurs, qu'ils mettent dans leurs bouquins. Donc, ils ne font pas des interprétations d'après un paradigme qui serait grec, donc faussé parce que supposément éloigné du matriarcat. Ça, c'est une idée fausse. La seconde chose, c'est qu'on ne peut pas juger de l'intelligence d'un individu relativement à son phénotype. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il faut aller physiquement en Égypte pour s'en rendre compte. On a l'occasion de visiter certains temples en Égypte, notamment le temple de Komombo, le temple d'Edfou, le temple de Dendera. Ils ont été rénovés par des Grecs et des Romains, notamment le temple de Dendera. C'est un temple de la période gréco-romaine. Bon. Les Grecs ont été rois en Égypte pendant au moins 3 siècles, c'est-à-dire les Lagides, là. Et c'est eux qu'on voit représenter avec nos divinités Isis, Hathor, notamment à Komombo. Comment vous pouvez penser que des individus sont dans les temples avec nos prêtres pendant 3 siècles et ce qu'ils disent est faux relativement à notre tradition? Comment on peut même penser une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Pour le comprendre, il faut aller sur site vraiment. Quand vous êtes à Dendera, on représente comment Ptolémée, comment dire, entre en situation avec Hathor. Je veux dire, même aujourd'hui, les Noirs supposément initiés ne font pas ce que lui fait. Parce qu'on montre les scènes, elles se succèdent, c'est comme un film. Comment il frappe à la porte de la déesse, comment il ouvre, comment il salue la déesse, toutes les libations, toutes les choses qu'il fait, et comment il sort en lui montrant, évidemment, la face, parce qu'on ne montre pas le dos aux divinités. Toutes ces choses qu'il fait là. Comment un roi, qui est roi chez les Éthiopiens, parce qu'en fait, les Égyptiens sont les Éthiopiens, quoi qu'il soit d'origine grecque, parce que c'était le cas, comment vous pouvez penser que tout son clergé, tout ce qui l'entoure, vont lui dire que des bêtises? Alors qu'il est dans le saint des saints des temples. Ce qu'il y a de plus sacré pour l'Éthiopien, c'est le lieu où la divinité se trouve. C'est ça. Donc, ils étaient pendant pendant 3 siècles. Vous comprenez donc déjà, penser que c'est parce qu'ils sont blancs ils n'ont pas le droit. Il faut sortir de ces schémas un peu simplistes. Je crois que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Et cela supposerait aussi que, en fait, on devrait mettre l'œuvre de Cheikh Anta Diop à la poubelle, parce qu'il se réfère essentiellement, par exemple, pour prouver que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, on se sert de la note d'Hérodote. Est-ce que Hérodote était donc aveugle quand il dit que ils ont les cheveux noirs et la peau noire et les cheveux crépus? Pourquoi on tient compte de telles dépositions et on veut jeter d'autres à la poubelle? Ça pose aussi un problème on va dire, de méthode de travail. OK? Donc, je dis, heureusement que Ogotemeli s'est entretenu avec Marcel Griot dans les années 40. Sinon, on n'aurait pas le dieu d'or, on aurait quoi aujourd'hui? Si on n'avait pas le renard pâle, on serait quoi du Soudan aujourd'hui? Parce que les Soudanais aujourd'hui sont dans le Coran. Ou quand on fait l'école, on parle de Hegel, de Kant et toutes ces choses qui nous fatiguent. On aurait quoi aujourd'hui si Marcel Griol, ce français, à peau blanche, d'ailleurs, je ne me limite même pas à cela. Marcel Griol a eu des funérailles chez les Dogons. Ce blanc a eu des funérailles chez les Dogons. Je ne sais pas si vous. Marcel Griot a compris la science des Dogons avant de nombreux Soudanais. C'est-à-dire, il était admiratif. Il faut voir comment il parle de cette science. Quand il revient de là, il s'est entretenu dans une radio ici en France, c'est enregistré. Il faut voir comment il parle des Dogons. Germaine Dieterline a été élevé au rang de Yassigi chez les Dogons. C'est le rang le plus élevé dans les confréries féminines chez les Dogons. Parce que Yassigi, c'est le nom d'Isis. C'est le nom qu'on donne à Sirius. On l'appelle Yassigi ou Yassi. C'est ça qu'on dit à Seth quand on est un peu kémite, qu'on veut faire un peu les choses d'égyptologie. C'est Yassi ou Yassigi. C'est le nom même d'Isis. Et c'est une femme blanche. Donc, croire que euh, on va structurer le monde d'après les couleurs des gens, je ne suis pas dedans. Et je crois que c'est une faiblesse, en fait, en réalité. Donc, quand je cite Plutarque, c'est parce que je sais, et je sais vérifier ce qu'il dit. Je ne prends pas content ce qu'il dit, je sais vérifier ce qu'il dit. Parce que quand Plutarque dit ça, vous allez comprendre qu'il dit vrai. Plutarque dit ceci: la nature la plus parfaite, et pour ainsi dire la plus divine, est composée de 3 sortes d'êtres: de la substance intelligible, de la matière et du produit de ces 2 causes que les Grecs appellent le monde. Ce qu'il appelle substance intelligible, c'est Osiris. Ce qu'il appelle la matière, c'est Isis. Le produit des deux, c'est Horus, c'est-à-dire le monde manifesté. Même s'il ne dit pas, je sais que c'est ça. Platon donne à l'être intelligible le nom d'idée, de modèle et de père, à la matière, ceux de mère.
de nourrice, d'espace et de récipient de génération. Le composé des deux, il a coutume de l'appeler l'engendré, le produit, l'héritier, etc. Bon. Donc, d'après Thoth, ça, c'est faux. Non, c'est l'inverse, c'est-à-dire Isis est plutôt la substance intelligible et Osiris, c'est la matière. Je vais vous parler d'Osiris d'une autre manière. J'ai commencé aujourd'hui, mais je veux introduire Osiris d'une autre manière avec le symbole Nétcher, enfin, appelé Nétcher en égyptologie. Ce symbole, on a la chance qu'il existe un papyrus tardif d'ailleurs, qui a été rédigé à l'époque gréco-romaine, qui est appelé le papyrus hiéroglyphique de Tanis. C'est une ville du delta, Tanis. OK? Dans ce papyrus, on définit plusieurs hiéroglyphes. On donne leur définition. Qu'est-ce qu'il est dit à propos de ce symbole Nétcher? Il est dit, à propos de ce symbole, qu'il est celui qui est placé dans la tombe. C'est un terme, une expression mystérieuse. Mais on dit que ce symbole, ce signe supposé Nétcher, qui représente l'idée de Dieu en égyptien pharaonique, est celui qui est placé dans la tombe. Mais quand on dit ça, c'est une métonymie, c'est une épithète d'Osiris. On sait que celui qui est dans la tombe, c'est Osiris. C'est Osiris qui est dans la tombe. Donc, on dit que ce symbole est celui qui est placé dans la tombe. Bon. Et ce symbole a été décrit déjà par plusieurs égyptologues. Je vais simplement reprendre ici la note de Dimitri Mex. Dimitri Mex dit, dans sa forme la plus archaïque, ce symbole, représente ou ressemble à un mât. C'est ça, un mât. Et c'est vrai, puisqu'en Égypte antique, nous avons des niches à l'entrée des temples qui accueillaient ces mâts. C'est ça, c'est un mât, au sommet duquel sont nouées des bandes, mais rigides et perpendiculaires au mât. Donc ce symbole, supposément en Éthier, c'est comme ça que c'est lu en égyptologie, représente un mât, d'accord? Et on vous dit que ce mât, sa définition dans le papyrus, c'est-à-dire authentique dans le papyrus égyptien, c'est celui qui est placé dans la tombe. Et on sait que celui qui est placé dans la tombe, c'est Osiris. Bon. Il y a eu des analyses de cette graphie, de ce signe. Okay, je vais citer Werner Wichel qui dit ceci. C'était un linguiste, je l'ai rappelé. Il dit, il faut penser que le mot, soi-disant Nétcher, déjà à l'Ancien Empire, se prononçait déjà à l'Ancien Empire, non Nétcher, comme on a l'habitude de dire, mais Nti, puis Nti. Ça, c'est attesté, c'est comme ça que ça se prononçait. Et en méroïtique, le mot survit sous la forme NT, interprété anaté. Ces mots-ci, anaté, qui existent notamment en méroïtique, qu'est-ce que c'est? Dans les langues soudanaises, le mot existe. On le sait d'après le copte. En copte, ce symbole est lu nouté pour dire Dieu. C'est une mutation phonétique des formes communes des langues soudanaises. Chez les Dogons, en Djamsé, Dogon, on dit naté. Ça signifie image, portrait. En Wolof, c'est natal. C'est ça qui est néter, néterou. Hein? C'est natal, qui signifie dessin, photo. En Walos, chez les Dogons, on dit nata, image. En Ajamba, chez les Dogons, on dit naté, image, portrait. En Bambara, c'est natalié. C'est ça qui est Néchérou. Natalié, dessin, photo. Oh. Pula, natu, dessiné. Sonenke, natali, dessin. Mandinka, nata, projet. Projet. Bon. Ça veut dire quoi, fondamentalement? Ça veut dire que ce qu'on appelle les dieux, là, ce sont des images, des représentations, des portraits. C'est pour ça qu'on a des idoles, des icônes. Une idole, c'est fondamentalement ça. C'est une image, un portrait. Mais qu'est-ce que c'est que cette image? C'est la manifestation visible d'une vibration. C'est-à-dire, c'est la manifestation visible de quelque chose qui est caché. C'est la manifestation visible d'une parole, au sens soudanais du terme. Quand on vous représente une divinité, c'est la manière de voir une vibration. Et c'est toujours singularisé. C'est pour ça que nous en avons plusieurs au sens de nouté, c'est-à-dire au sens des fétiches. Puisque on sait que chaque fétiche est spécialisé. Il y en a qui soignent, d'autres qui pour la guerre. Ce n'est pas la même vibration. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est simplement des manifestations d'un Dieu qui lui est unique. Puisque Osiris, là, regardez comment il est. Il est représenté droit. Il est la ligne droite. Il ne bouge pas, il ne vibre pas. C'est quand vous le sollicitez qu'il vibre et qu'il vous donne la vibration que vous avez sollicitée. Mais son état perpétuel, c'est celui d'un cadavre. Osiris est appelé celui au cœur arrêté. C'est une des épithètes qu'on lui donne. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs juge. C'est-à-dire, il juge sans les sentiments, en fait. Parce que le sentiment, c'est déjà une vibration singulière. C'est pour ça qu'il est représenté sous la forme d'un cadavre. C'est la forme perpétuelle de Dieu. C'est la ligne droite. D'accord? C'est la ligne droite. Lorsqu'il vibre, okay, c'est parce qu'il a été sollicité et il donne la vibration. Mais il revient à son état perpétuel ensuite. C'est pour ça qu'on sait que c'est lui. C'est ça Dieu. Hein? Et c'est lui qui est caché, évidemment, dans la tombe. Bon, donc, ce qu'on appelle les Nétcherou, là, ce sont les productions d'Osiris, de son corps. Okay? Quand il vibre. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs comme ça, qu'on appelle en français les fétiches, mais en fait, le mot usuel, c'est objet fort, c'est-à-dire des objets qui nous soutiennent dans nos habitudes quotidiennes. Et le mot est passé au latin. C'est encore plus clair en latin. On dit natus, naissance.
Natalis, relatif à la naissance. Nativus, de naissance, qui a une naissance, un commencement. Parce que ce qui n'aime, ça veut dire que les divinités, les dieux là, sont mortels. Ok? Parce que ce qui est manifesté est en mouvement, ce qui est en mouvement va mourir. Hmm? Quand on dit que Dieu est éternel, c'est parce qu'il est déjà mort. Il ne peut pas mourir deux fois. Donc son état perpétuel, c'est l'état d'un cadavre. Et il se manifeste, c'est tout. Et quand il se manifeste, ce qui est manifesté va revenir à son état initial qui est celui du mort. C'est une boucle qui est faite. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Donc quand on dit natalis, c'est l'incarnation, c'est la manifestation. C'est-à-dire quand vous venez dans le monde, vous êtes la matérialisation d'une vibration, d'un souhait, d'une idée, d'une idée. Vous tous là, qui êtes ici présents, vous représentez une idée. C'est ça qui forge votre caractère, vos préférences, amis, affectives, sexuelles, nourriture, tout ça. C'est une vibration. C'est une vibration qui a déterminé tout ça avant même que vous ne soyez né. Oui, c'est un projet. Oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, la chose se matérialise, bien sûr. Mhm. C'est ça. C'est pour ça que le latin utilise cette stratégie natalis. C'est d'ailleurs Noël. Hein, c'est ça qui va donner le mot Noël. Oui, bien sûr. Dies natalis, jour de la naissance. Enfin bref. Donc c'est ça l'idée. Et c'est la naissance du soleil, évidemment, de la lumière. Donc c'est. Et le soleil, vous savez qu'il naît, il meurt, puisqu'il est dans une course, enfin, perçu comme tel depuis une autre perspective. Même si c'est nous qui tournons. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Donc c'est ça l'idée. OK? C'est ça qu'on appelle un étier. C'est une image, une représentation, une idole, au sens littéral du terme. Bon. Dans le papyrus hiéroglyphique de Tanis, il est dit du cimetière, celui qui est placé dans la tombe. Maintenant, je vais solliciter bon, les langues du Tchad. Le Tchad, c'est le Soudan, bien sûr. Pour vous montrer quelque chose. Pour vous montrer pourquoi on associe ce signe à la mort, c'est-à-dire à Osiris, qui est le cadavre par essence. Est-ce que je dois lire tout ceci? Ce n'est pas essentiel. En fait, c'est un article qui a pour titre le vocabulaire de la mort dans les langues tchadiques et chamito-sémitiques. Bon, le chamito-sémitique, c'est une fumisterie, on le sait tous. Je ne veux pas critiquer cela aujourd'hui, mais enfin, c'est présenté comme tel. Les auteurs de cet article font état des correspondances entre l'égyptien pharaonique et les langues tchadiques. Okay? Et ils présentent donc des solutions. Ici, je ne sais pas si vous le verrez, ils présentent l'égyptien et le copte. On dit mout, mou, etc. Ils présentent des langues sémitiques, comment on dit la mort, etc. Et ils présentent des langues du Tchad. Okay? C'est ça qui nous intéresse, vous allez comprendre. Bon, je ne vais pas tout lire, mais vous verrez ici des formes. Meri, Amboka, Angwaki, on dit Nti. C'est le même mot qui mute. Hein? Ambura, on dit Nti. Et si vous êtes attentif, c'est la vocalisation du Nétier, du mot Nétier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire, de cette graphie transitérée Nétier, on ne dit pas Nétier, on dit Chi, puis Nti. C'est ce que dit Bernard Vichil. D'accord? Et ce sont les mots du cadavre, ici, dans les langues tchadiques. Les mots du cadavre dans les langues tchadiques. Bon. Donc, en Munjuk, c'est Miri, en Boura, c'est Nti, en Gwaki, c'est Nti, Shibak, etc., etc., ce ne sont que des mutations phonétiques parce que ces langues sont homogènes et font partie de la même famille. Donc, ce ne sont pas des mots différents. Voilà. Donc, je reprends la note de Werner Vichil. Il faut penser que le mot se prononçait déjà à l'Ancien Empire, non pas Necher, mais Nchi, puis Nti. Si vous prenez le Kikongo, Nti, c'est quoi? L'arbre, le bois, la poutre, le tronc, le bâton, la perche, le buisson, la pousse, morceau de bois, cube, pieu, poteau, pilotis, colonne, mât. Le mât, Nti, en Kikongo. Mât de pavillon, mât de cocagne. C'est pour ça qu'on se sert du mât, parce que c'est déjà le nom, c'est déjà le mot. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est déjà le mot. Ti, c'est ça. Le ma, c'est ça qui est là. C'est pour ça qu'on sait que ça se lit ti, c'est sûr. Et c'est ce que dit Werner Michel par ailleurs, donc ça permet de vérifier l'argument. Bon, je rappelle qu'en bambara, ti, ce sont les signes. Donc, je suis déjà dans la description de l'image, même si je ne veux pas faire trop compliqué parce que je ne veux pas vous dire beaucoup de choses. Ce n'est pas essentiel pour comprendre l'essence de mon propos. Mais, je veux simplement vous montrer le lien avec les langues. OK? Ça, c'est un ti en Kikongo, par exemple, mais c'est un terme générique pour dire l'arbre au sein des langues bantoues. On dit mouti, ti, etc. C'est l'arbre. D'accord? Bon. Alors, comment on dit le ma en bambara? C'est là, ça devient intéressant. En bambara, on dit yiri pour dire arbre, bois, ma. C'est un homophone en bambara de yiri qui signifie quoi? Esprit, pensée, intellect. Et de yiri en bambara, on forme miri. C'est le nom du cadavre dans les langues tchadiques pour signifier réfléchir, réflexion, penser, idée. C'est celui qui est dans la tombe. C'est Osiris.
Antoroso, on dit Yiru, esprit, mémoire, intelligence. Et je demande de comparer au Mundjuk, qui est une langue du Tchad. Miri, c'est le cadavre. Voici pourquoi Osiris, c'est le monde intelligible. C'est clair, c'est simple, c'est facile à comprendre. C'est lui qui représente ce qu'on appelle les archétypes. Ce qui est figé, parce que les vérités sont figées, elles ne bougent pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le maître de la maths, de toutes les choses, c'est pour ça qu'il est juge. Parce que il est un cadavre. Donc, il est figé, il ne bouge pas. Quand il produit, ce qui est produit est en mouvement. Donc, va nécessairement connaître une naissance, une vie et une mort. C'est ce que connaît Horus. OK? C'est pour ça que Horus, c'est sa projection, en fait. C'est la manière de voir Osiris, je l'ai souvent rappelé. Mais Osiris, s'il est celui qui est placé dans la tombe, c'est-à-dire ce fameux Ma, il est Yiri, c'est-à-dire esprit, pensée, intellect. Qui donne Miri, réfléchir, réflexion, pensée, idée, c'est-à-dire archétype. Bon, pour vérifier, pour être simple, Osiris, dans l'interprétation grecque, correspond à Hadès chez les Grecs. Je pense que vous le savez tous. Hadès, c'est le dieu grec, c'est un dieu grec qui est le dieu des enfers. Hein? Ou plus exactement, le maître des enfers. Les Grecs ont dit que Osiris était Hadès. Bon, voici le nom écrit en grec. Hadès, c'est aussi le séjour des morts. C'est le domaine d'Osiris, le séjour des morts. Comme ça que les Grecs appellent le séjour des morts, ils appellent ça l'Hadès. D'où vient le mot Hadès en grec? Le mot Hadès vient de idéen, qui signifie voir, d'où idéa, qui donne le français idée, hein? Je répète ça dit en passant. Idéa, forme visible, aspect. Eidos, forme, par opposition à la matière. Donc il ne peut pas être la matière. C'est assez clair. Je pense que vous le comprenez. C'est assez clair. Et c'est de là que vient le mot eidolon, c'est-à-dire idole, image, portrait, qui donne le français idole. Une idole, et je le dis, est une manifestation visible de ce qui est caché, ou mieux, une idole est la manifestation visible d'une vibration, c'est-à-dire d'une idée. C'est ça, c'est lui qui produit les idoles. Parce que les idoles, les fétiches sont des idées, ce sont des vibrations. Et se trouve de ce fait essentiellement lié à l'imagination qui est toujours une production culturelle. Voici pourquoi il n'y a pas de Dieu universel. Parce que Dieu, c'est votre imagination. Ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle Osiris, ce sont les idées. D'accord? Donc, c'est culturel, puisque la culture est une production locale. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la forêt équatoriale ne peut pas avoir la même représentation du monde que quelqu'un qui vit dans le désert asiatique ou moyen-oriental. D'accord? Donc, quand on est en Afrique centrale et qu'on prie un dieu du désert, ça pose un problème fondamental. Parce que ce n'est pas notre environnement, puisque quand nous faisons des masques, ça ne ressemble en rien à ce que font les Arabes dans le désert. Donc, quand vous êtes musulman en Afrique centrale, ça pose un problème. Je ne sais pas si vous comprenez l'essentialité de mon propos. Okay? Dieu est culturel. Okay? Il n'y a pas de prosélytisme. C'est pour ça que nous sommes à l'aise avec cette apparence diversité en Afrique. On ne peut pas faire de prosélytisme dans l'initiation. Ça n'existe pas. Le prosélytisme, c'est un impérialisme, c'est pour dominer les peuples. D'accord? D'accord? C'est-à-dire vous mettre à la remorque pour que vous deveniez des serviteurs d'un projet civilisationnel. On va vous faire chrétien, musulman, je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est que quand on est sérieux, Dieu vient des idées. Dieu, c'est l'imaginaire des peuples. Voici pourquoi, quand on veut vous aliéner, c'est la première chose qu'on va couper. On va vous prendre vos pétiches, on va vous changer vos noms, on vous déplace de votre point de gravité pour que vous deveniez des êtres faciles à manipuler. Parce que tant que vous êtes ancré dans la culture, vous êtes impossible à bouger, vous allez mourir pour ça. C'est clair. C'est clair, c'est ça l'idée. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle Dieu, c'est l'imaginaire. C'est la manière de voir le monde, c'est le paradigme en fait. Donc, c'est un projet culturel. C'est pas quelqu'un au ciel avec une barbe blanche. Non, ce sont les idées. Voilà, c'est l'intellect, la pensée, la réflexion. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça qui produit notre environnement de vie qu'on appelle les fétiches, c'est-à-dire les objets forts. Bon. Maintenant, pour Isis, la matière, c'est même facile à démontrer. Bon, déjà, il dit, le frère Todd, que le mot matière vient du grec materia, qui a donné matérialisation. C'est vrai, mais il aborde ça d'un point de vue tardif, parce que le mot matière vient de mater, qui signifie la mer. C'est ce que j'ai dit ici. Matière, c'est quoi? Ce dont une chose est composée. Et je dis ça, c'est le principe essentiel de la féminité, vous allez comprendre pourquoi. Matière, ce dont une chose est composée, vient du latin mater, c'est clair. En grec, c'est méter, mère. Plutarque écrit, pour Isis, elle est appelée tantôt Mout en Égypte, tantôt Atiri, tantôt Métière. C'est ce mot-ci.
Le mot qu'il lit, métière, c'est une divinité que les égyptologues appellent Mehet Ouret. C'est elle, la vache que vous voyez là. D'accord? C'est une divinité égyptienne, c'est Isis en fait. D'accord? On l'appelle en égyptologie Mehet, mais ça ne se dit pas. On dit métière. Mais en fait, le mot en copte, c'est mater, qui signifie gomme, gomme, colle. Pourquoi? Là, je vais quand même insister, vous devez comprendre quelque chose. Le principe ontologique de la féminité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la matière, a quelques caractéristiques sur lesquelles je dois pouvoir insister. Isis, c'est l'espace de génération. L'espace apte à recevoir l'empreinte du premier principe qui est Osiris, c'est-à-dire l'espace apte à recevoir une idée qui va s'implanter, c'est-à-dire une sémence qui va s'implanter. Hein? Les qualités de cet espace sont la malléabilité, la disponibilité et l'adhérence. Voici pourquoi, quand en COP, je dis matière, je dis gomme, colle, je pouvais rajouter cire, caoutchouc, toutes ces choses qui sont malléables avec lesquelles on fabrique les fétiches. La boue, la poterie, l'argile, c'est ça la féminité, ce qui est malléable. Pourquoi? Parce que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on l'appelle la Vierge. C'est-à-dire que l'espace doit être disponible. Bon, j'ai l'habitude de dire de manière simple, pour illustrer mon propos, que les femmes sont des imprimantes. Une imprimante travaille ou fonctionne à partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire une feuille vierge. D'accord? Si cette feuille a déjà quelques écritures et que vous avez le projet d'y écrire autre chose, c'est que vous aurez, en conclusion, c'est une sorte de monstre, c'est-à-dire un gribouillis. D'accord? La feuille doit être vierge pour que l'idée ou le travail dans l'ordinateur sorte comme vous le souhaitez. La feuille doit être vierge. Ce qui fait l'intermédiaire entre l'ordinateur et le produit final, c'est l'imprimante, c'est-à-dire la femme. C'est elle qui imprime dans le monde ce qui vient du monde intelligible. C'est ce que fait la femme. Et pour ça, elle doit être malléable, parce qu'elle doit être capable de recevoir toute forme d'idée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est très important. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge. La Vierge, ce n'est pas une femme qui n'a jamais connu d'homme. La Vierge, c'est une femme capable d'enfanter. J'ai toujours expliqué ça parce qu'on comprend mal le concept de Vierge. On croit qu'une Vierge, c'est une fille qui ne connaît pas d'homme. Une Vierge, c'est une femme capable d'enfanter. Donc, chaque femme disponible pour l'enfantement, c'est une Vierge. Parce que si elle a déjà une semence, vous aurez beau faire la chose, il n'y aura plus d'enfants. Le premier arrivé, c'est le premier qui rentre. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle n'a même pas le choix. Elle est passive de ce point de vue-là. C'est pour ça que parfois, il y a des viols qui donnent des enfants. Bon, ça crée des choses qui existent dans le monde. D'accord? Parce que la femme n'a pas le choix. C'est-à-dire, elle est passive de ce point de vue. Donc, ce que je dis là, vous avez les trois types d'êtres. Vous avez le monde intelligible, c'est Osiris. C'est le masculin. C'est le bouc. C'est ce qu'il est. OK? Il a une semence qui est une idée qui s'imprime dans la matière. C'est Isis, l'espace de génération, le réceptacle, et qui produit une réalité, le monde manifesté qu'on appelle Horus. D'accord? C'est l'enfant qui va naître. D'accord? C'est ça le processus. Voici les trois sortes d'êtres. C'est ce qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. D'accord? Donc, il n'y a pas d'affaire que Osiris est la matière. C'est une. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Je ne sais pas comment qualifier ce propos. C'est à dire que les hommes sont capables d'enfanter, quoi. Bon, bref. Et par rapport à cette Méhette Ourette là, il y a donc des textes qui parlent d'elle. Bon, si vous ne le verrez pas parce que malheureusement c'est petit chez vous. On dit, c'est l'œuvre d'Atoum, son fils, en voie d'évolution, qui a été placé sur le dos de Méhette Ourette. C'est métière. Hein? Elle est ici à la fois le lieu de repos et un être divin sous forme de vache ou de femme. En plus des paroles caractéristiques de Méhette Ourette, ces vertèbres jouent ici un rôle éminent comme lieu de création, etc. Bon, bref, c'est pour expliquer que c'est la matière, c'est tout, point barre. Je n'ai même pas besoin d'insister trop longtemps là-dessus. La femme, c'est la matière, c'est clair, par ses caractéristiques. Hein, le principe d'adhérence. OK? Principe d'adhérence. C'est pour ça qu'on parle de la colle, de la gomme, du caoutchouc, tout ce qui est malléable, la cire. C'est avec ça qu'on fabrique des objets forts en Afrique. Bon. Critique numéro 4. La vision grecque du monde, c'est ce qu'il dit le frère. Il dit, la vision grecque du monde est une vision antagoniste. Le ciel est masculin, Ouranos. La terre est féminine, Gaïa. En Égypte, le ciel est féminin, Nout. La terre est masculine, Geb. Ça, c'est la partie la plus importante de ce soir parce que je vais vous dire quelque chose de fondamental aujourd'hui. Vous allez apprendre quelque chose de fondamental aujourd'hui. D'accord? Cette affaire de Geb qui serait la terre et puis de Nout qui sera le ciel. Parce qu'effectivement, chez les Grecs, c'est Ouranos le ciel, c'est un masculin. La terre est féminine, c'est Gaïa, c'est vrai. Mais en Égypte, on représente souvent une scène
où vous avez Nout en haut, Geb en bas. On dit que Geb, c'est la terre, Nout, c'est le ciel. Je pense que vous savez ça, non? Bon, on va en parler. OK? Premièrement, Ouranos, oui. C'est quoi Ouranos? C'est le ciel étoilé, le firmament. Le nom Ouranos vient de Oros, qui est la limite. C'est Horus. Est-ce que Horus est le ciel ou pas? Je vous pose la question. Mais bien sûr que Horus, c'est le ciel. C'est ce qui est en haut. Hein? En sous Kore. Kore, c'est le ciel. Kulu, chez les Bantous, Kulu. En Lingala, Likolo, Kolo, c'est le ciel, c'est ce qui est en haut. C'est le nom d'Horus. C'est ça, Horus. Oui, c'est le ciel. C'est le ciel. Donc, quand on dit que Uranus a le ciel, c'est quelque chose qui est commun chez nous. Puisque Uranus, son nom, il vient de Horus. Horus, c'est la limite, c'est le ciel. C'est Horus. Horus que vous voyez là, c'est Horus. D'accord? Donc, il n'y a pas là quelque chose qui vient heurter la sensibilité du matriarcat kémite. C'est tout à fait logique. Bon, donc ça, c'est facile. Hein, c'est facile. Parce que c'est vrai que vous allez voir Nout, le ciel, mais Horus, c'est le cosmos. C'est ce qui est visible, c'est ce qui est vu. Le firmament. Hein, Kore, c'est en Peul, c'est Ore, la tête, ce qui est en haut. C'est Horus, c'est ça même. C'est ça même. D'accord? Donc, Horus est-il le firmament ou le ciel? La réponse est absolument oui. En lingala, quand je dis likolo, le mot kolo là, ça veut dire en haut, le ciel. C'est clair. En chiluba, ulu, c'est ce qui est en haut, c'est le ciel. C'est clair. On ne va pas venir me dire que je sais plus. Hein? En Kikongo, c'est Zulu. Je crois que c'est ça, le ciel. C'est ça. Bon. Donc, le problème maintenant, c'est Gaïa, la terre. D'accord? Ça, c'est le vrai sujet. Le mot grec Gaïa est un doublet de même sens du mot gay, signifiant terre. D'accord? Ni gay ni Gaïa n'ont d'étymologie établie. On ne sait pas d'où ça vient. Ce mot, dans l'expression Géméter, devient Déméter. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est le moyen de comprendre de quoi on parle. Les Grecs disent Géméter, et ils font une évolution, mais c'est une mutation phonétique du même mot. Géméter signifie terre-mère. C'est ce qui devient Déméter. C'est une divinité, c'est Isis. Parce que dans l'interprétation graïca, on vous explique que Déméter, c'est la même qu'Isis. C'est ce que dit Hérodote, par exemple, pour donner un exemple concret. Qui est Déméter? C'est la déesse de l'agriculture, mère de Corée. Bon, les Grecs l'appellent Corée, les Romains l'appellent Perséphone. Aussi appelée Koubélé par les Grecs, c'est-à-dire Cybèle. C'est une divinité majeure. Hein. D'autres, les Romains vont l'appeler Cérès. C'est de là que vient le mot céréalis, c'est-à-dire les céréales. D'accord? Donc, c'est des choses que vous pouvez rencontrer dans la littérature, c'est facile. Mais pourquoi je fais ce développement? Pour dénouer cette affaire de Gaïa. C'est parce que cette évolution-ci est porteuse de sens. Parce que moi, je sais c'est qui Koubélé. Là, voici ici. Elle est représentée de cette façon. C'est celle qu'on appelle Cybèle en français. Les Grecs disent Koubélé. Son nom vient je donne l'étymologie, hein, du nom de la limite de la frontière de la montagne au sein des langues sémitiques. Par exemple, en ougaritique, on dit Gebel, limite frontière. En phénicien, Gebel. C'est ça qui devient Koubélé chez les Grecs, hein, sachez-le, et Cybèle en français. En hébreu, on dit Geboul, frontière, limite, étendue, territoire, borne, enceinte. Hmm? Dans les langues du Yémen, on dit Gebel, terre cultivée autour d'un village. En arabe, c'est Gabal, montagne, ou Djebel, montagne. Hein, c'est des choses que vous rencontrez en arabe, frontière. Dans l'idée que la montagne sert de frontière. C'est toujours limite frontière. Observez bien la déesse, observez sa couronne. C'est une couronne murale, avec des ouvertures. C'est-à-dire limite frontière, c'est-à-dire mur. OK? Château. Château. C'est ce qu'elle porte sur la tête. Sachez que la couronne qu'elle porte sur la tête, c'est le hiéroglyphe Si, qui est le hiéroglyphe d'Alès qu'on appelle Hathor. C'est ce qu'on a mis sur sa tête. C'est une porte avec des ouvertures. Parce que ça vient d'Égypte, ça vient du Soudan, bien entendu. C'est qu'elle porte, je répète pour que ce soit bien clair, c'est qu'elle porte, c'est cette Kibele qui est dans l'image de Déméter, c'est-à-dire de Gaïa, hein, etc. C'est qu'elle porte sur la tête, c'est le hiéroglyphe d'Hathor. Et vous savez que Hathor, c'est à Edfou en Égypte, Hathor, c'est l'épouse de qui? Ben, d'Horus. C'est Horus, c'est-à-dire Uranos. Parce que ce sont ces correspondances qu'il faut avoir à l'esprit quand même. OK? Donc, ce hiéroglyphe peut être écrit de deux manières. On peut l'écrire comme ça, sous la forme rectangulaire, sous la forme carrée, c'est la même chose. Quand on écrit sous la forme carrée, on met Horus dedans, on dit que c'est la maison d'Horus, le château d'Horus. C'est ça qu'elle porte sur la tête. Le château d'Horus, c'est quoi? C'est l'œuf cosmique que vous avez ici, là. C'est un fameux œuf. Même si ça ne paraît pas encore, vous allez comprendre que c'est ça. D'accord?
Et ce signe est classé par Gardiner. O6, sa valeur phonétique, c'est out. C'est écrit comme ça. C'est sa valeur phonétique de ce signe. Voilà pourquoi on dit out or. Donc, or, c'est Horus, donc Hathor. D'accord? Mais sa valeur, c'est out. C'est translittéré de cette manière. C'est ce qu'elle porte sur la tête. Bon, j'ai dit ceci. Plutarque signale que les Égyptiens désignaient parfois Isis du nom d'Athiri, signifiant habitation, c'est-à-dire à tort, hein, habitation cosmique d'Horus. Théophile Obenga précise, Athiri est donc bien la déesse Hathor dont le nom signifie effectivement demeure d'Horus ou sein des espaces célestes en tant que séjour, c'est-à-dire maison, habitation, demeure du dieu Horus. La déesse du ciel, Hathor, est désignée par le nom demeure d'Horus. Cette demeure ou habitation cosmique d'Horus est l'objet appelé œuf cosmique. Ça, c'est moi qui le dis. œuf cosmique, œuf du monde, placenta du monde par les Dogons. C'est comme ça qu'ils appellent cette affaire. Et que ces derniers comparent à un grenier. Je reviens à ce que j'ai dit à l'introduction parce que je ne vais plus me répéter. Mais c'est la même chose. C'est ce qui est représenté ici. OK? Sachez que la matrice peut être représentée sous la forme d'un carré ou d'un cercle. Je l'ai dit. Ici, en l'occurrence, c'est un carré. D'accord? Hathor, c'est la vache du ciel. Nout, c'est le ciel. Donc, vous avez une correspondance entre les deux, puisque Nout et Hathor, en fait, fondamentalement, c'est la même figure, c'est la même image. Bon, je poursuis en rappelant, le carré et le cercle, disent les Bambara, sont tous deux comme une matrice. C'est pour ça qu'on sait que c'est une matrice, c'est-à-dire un placenta à l'intérieur duquel il y a Horus. En effet, ces deux figures géométriques peuvent être employées l'une aussi bien que l'autre lorsqu'il s'agit de représenter une matrice. Bon, c'est encore clair. La phonétique de ce signe translittéré de cette manière, qui est une convention, la voici. En peul, je dis how, dresser une haie, une clôture autour d'eux, encercler, entourer. C'est toujours l'idée de mur, l'idée de frontière. En poulard, je dis oware, haie épineuse d'un parc à bétail, c'est-à-dire frontière limite, mur. Okay? En wolof, c'est hawi, enlever une haie, une clôture. En arabe de Sana, c'est-à-dire au Yémen, on dit awa ou yaoui, entouré. En hébreu, on dit awa, se prosterner, s'incliner. C'est la position de Nout. Et awa, c'est Ève. C'est son nom. Ève, la femme d'Adam. Vous allez comprendre quelque chose, d'accord? Et je présente le dictionnaire hébreu pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Awa, c'est ce qui est écrit ici. Awa, s'incliner, se prosterner. Awa avec des signes diacritiques en bas. C'est les mêmes lettres, hein, je ne sais pas si vous le voyez. C'est Ève. Okay? C'est la position qu'on donne à Nout, déesse du ciel. Je sais que ce n'est pas encore tout à fait clair, mais ça va s'éclaircir, ne vous inquiétez pas. D'accord? Et je vous ai dit que ce symbole-ci représente quoi? Représente l'œuf du monde, c'est-à-dire le grenier. Ne perdez pas ça de vue, c'est logique. De toute façon, si vous ne comprenez pas, il y aura peut-être des questions, je vais y revenir. Bon, lecture numéro 2 de la même graphie. On peut dire how ou go. Le H que vous voyez là peut se réaliser en G. Chez les Dogons, c'est le K. Togokan, go, mur autour d'une cour. C'est la même chose, c'est ce qui est ici. Yornoso, go, mur autour d'une cour. Et c'est le nom du grenier. Chez les Dogons, c'est le même mot d'ailleurs. Donc, ce que je dis, en fait, par la langue même, on retrouve ces éléments. Parce que chez les Dogons, on dit go, c'est le grenier, go, c'est le grenier. Grenier, pourquoi? À cause de tout ce que j'ai dit déjà par ailleurs, je ne vais pas me répéter. Et dans les langues tchadiques, c'est le nom du placenta. Ko, ambassa, ko, c'est l'escargot qui est hermaphrodite. Hermaphrodite. Bon, maintenant, je vous présente cette image. Bon, le ko chez les Bassa, c'est aussi l'ordre féminin par essence, évidemment. Voilà, interdit aux hommes, etc. Bon, ce sont des choses, on pourrait y revenir. Ce que vous devez savoir ici, ce que vous avez à l'image ici, en perspective, vous le verrez, on peut penser, évidemment, que c'est le ciel et la terre, mais c'est un peu plus nuancé que cela. Parce que ce que vous avez ici, qui représente supposément Nout et Geb, et à l'intérieur, il place cette divinité qu'on appelle Chou, c'est l'œuf du monde. C'est une représentation de l'œuf cosmique. Je vais vous le montrer. C'est-à-dire de ce fameux grenier, tout ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est une autre manière de représenter la chose. Avec une nuance cependant quant à la détermination de ce qui est ciel, de ce qui est terre. Ça, je vais le clarifier. Pourquoi je le sais? Parce que Chou, dans les textes hiéroglyphiques, est appelé vie. D'abord, quand je dis Chou, ce n'est pas son nom. C'est Si, en bambara, qui est la vie, la semence. C'est ce qui est à l'intérieur de l'œuf. Hein? Et Geb et Nout
représente l'hermaphrodisme, c'est-à-dire le placenta. Vous devez le savoir, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire les deux sexes associés, l'escargot, toutes ces choses. Je pourrais développer, mais ce n'est pas très essentiel. Mais ce que je veux déjà vous dire, c'est que vous devez savoir lire la scène. Ce n'est pas tout à fait le ciel et la terre, même si, en perspective, on va l'entendre. Mais au départ, c'est l'œuvre cosmique que vous avez représentée ici d'une autre manière. Bon, comment je le sais? Je vais aller chez les Dogons pour vous expliquer c'est quoi Geb et c'est quoi Nout. Bon, je vous ai présenté cette scène tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était le grenier du monde, la pyramide, toutes ces choses. Je vous ai dit que cette scène ici représente l'arche vue sous l'aspect du panier de Tadou. Je vous ai dit que l'arche, c'est le placenta. L'arche se dit Koro. Koro, c'est le placenta chez les Dogons. OK? Bon, cette arche-ci, les Dogons se servent d'un panier qu'on appelle le panier Tadou pour illustrer ce système du monde. Ce panier a une ouverture arrondie et il a une base carrée. Sauf que quand il représente le système du monde, il le renverse. Écoutez bien ce que je dis, c'est ce qui va vous permettre de comprendre qu'il y a une nuance qu'il faut entretenir. Quand on dit Geb, c'est la terre, nous, c'est le ciel. Quand il fabrique le panier, le Dogon s'assoit, le panier est renversé. Quand il l'utilise, il le retourne. L'ouverture arrondie, c'est un cercle. C'est Nout. La base carrée, c'est Geb. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Donc, je reprends. Quand ils font le système du monde, ils renversent le panier. La terrasse est en haut, le cercle est en bas. Mais quand ils utilisent le panier dans lequel ils mettent la sémence, ils le retournent. La terrasse est en bas, c'est-à-dire le carré est en bas, le cercle est en haut. Ce cercle-là, c'est Nout. C'est pour ça qu'elle est allongée de cette façon. Et Geb, c'est le carré, c'est le cube. Je vais vous montrer ça. Vous allez comprendre que Geb, c'est le masculin, le carré. Et le cercle, c'est le féminin. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la technique pour bien, pour bien comprendre. Si ce n'est pas clair, je vais y revenir. Mais je reprends mon propos. Le panier Tadou, là, qui sert, c'est ce que, quand Gotemili et Marcel Guerrero s'entretiennent, à un moment donné, il lui pose une question. Gotemili se penche dans sa classe. C'est ce que Marcel Guerrero, d'ailleurs, c'est très amusant quand il le raconte. Il se penche, il sort le panier pour lui expliquer à Marcel Griol le système du monde. Il lui présente ce panier, le panier Tadou que vous voyez là. Quand il est retourné, c'est la forme de la pyramide. C'est comme ça qu'il est fabriqué, parce que quand on fabrique le panier, il est retourné. Mais quand on l'utilise, on le met droit. Et en haut, vous avez. Parce que, en fait. Quand on a fait des confectionner les paniers, c'est en bas, mais on finit par la partie là. Il faut qu'on retourne pour finir la partie. Voilà. Parce que je n'ai même pas besoin de faire cette démonstration pour vous prouver que la Terre est féminine. La Terre, c'est un espace de génération. La Terre ne peut pas être masculine. Pourquoi? Parce que la Terre reçoit une semence. On ne peut pas concevoir chez les Kémites que l'homme soit la source de production de l'agriculture. Ça veut dire qu'on est dans un système qui n'est pas le nôtre. Je ne sais pas si vous comprenez simplement la base. Donc, les Grecs ne sont pas dans l'erreur. Quand ils disent que Gaïa, c'est la terre, c'est le féminin, c'est la terre. La terre, c'est pour ça qu'on enterre nos morts dans la terre. C'est l'utérus. La tombe, là, c'est l'utérus. Je ne sais pas si vous le savez. C'est le placenta. On vous renvoie dans le ventre de votre maman. Comment pas vous renvoyer dans le ventre de votre papa? Je pense que c'est clair. Donc, pensez que Geb, c'est la terre, c'est une chose curieuse. Je vous assure. Je vous assure. Ne serait-ce pas la simple logique. Parce que l'agriculteur, le manche, là où, c'est le sexe de l'homme. On le sait dans les traditions. Là où, la pioche, c'est le sexe de l'homme qui rentre dans le sol, dans la terre. La terre, c'est le féminin. On le sait tous. Donc, vous n'allez pas commencer à nous dire que c'est Geb la terre. Bah oui. C'est ça. Donc, vous devez comprendre que l'ouverture arrondie, c'est le système du monde que vous avez ici représenté dans cette image-ci. C'est l'œuf du monde là. C'est ça là. C'est le panier Tadou que vous avez là. En bas, c'est la base carrée. En haut, c'est la forme arrondie. À l'intérieur, c'est la semence qui se dit si. Donc, ce n'est pas chou. Pourquoi je sais que c'est si? Le nom de chou s'écrit avec la plume. La plume en malinké, c'est si. Si veut dire vie, semence en malinké. D'accord? C'est la vie. Bon, donc, on avance.
Je vais maintenant lire le texte. Écoutez bien, je vais lire le texte qui vient du dieu d'eau. C'est alors que, sans doute sous l'œil bienveillant, c'est Ogotemidi qui parle. C'est alors que, sans doute sous l'œil bienveillant de Dieu et peut-être avec son aide, le premier ancêtre commença les préparatifs du départ. Il reçut un panier tressé, à ouverture circulaire et à fond carré, qui devait servir au transport de la terre et du pisé nécessaire à l'édification d'un système du monde. De la terre et du pisé nécessaire à l'édification d'un système du monde, dont il allait être l'un des moniteurs. Ce panier servit d'abord de modèle à une autre vannerie de grande dimension. L'ancêtre la construisit dans la position renversée, le fond carré de 8 coudées de côté formant terrasse, l'ouverture de 20 coudées de diamètre posée au sol. La hauteur était de 10 coudées. Sur cette armature fut appliqué du pisé fait de terre célestielle. Je reprends. Sur cette armature fut appliqué du pisé fer de terre célestielle, et dans l'épaisseur fut ménagé à partir du centre de chaque côté du carré un escalier de 10 degrés orienté vers l'un des points cardinaux. Dans le 6e degré de l'escalier nord était ménagée une porte permettant d'accéder à l'intérieur où 8 compartiments se répartissaient en 2 étages. Ce qu'il est en train de décrire ici, c'est la structure de la pyramide. Je vais vous le montrer. Il est en train de parler comment on a fabriqué la pyramide et ce qui est à l'intérieur de la pyramide, c'est-à-dire les 8 compartiments, ce sont les 8 faces, etc. L'entrée, la chambre du roi, c'est ce qu'on appelle la chambre du roi quand on est égyptologue, ce n'est que le lieu où était supposé figurer les fameuses poteries qui représentent la matrice. C'est ça, la pyramide. Il est en train de parler de ça. Pour maintenant, évidemment, je fais le lien immédiatement pour que vous sachiez que c'est ça qu'il est en train de dire. Et comment je sais que c'est ça? Au niveau des dimensions que Ogotemidi donne. Vraiment, c'est extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit. Ce panier servit d'abord de modèle à une autre vannerie de grande dimension. L'ancêtre la construisit dans la position renversée, le fond carré de 8 coudées de côté formant terrasse, l'ouverture de 20 coudées de diamètre posée au sol, la hauteur était de 10 coudées. Sur cette armature fut appliqué du pisé fait de terre célestielle. La grande pyramide de Gizeh avait à l'origine une base de 440 coudées. Ça, tout le monde. 440 coudées royales égyptiennes. 440 coudées, 440 c'est 8. C'est ce que dit. Parce que 4 plus 4, hein, je réduis. C'est comme ça que le Soudanais réfléchit. OK? Et une hauteur de 280 coudées. 280, c'est 10, c'est-à-dire 1. C'est pour ça qu'il dit une hauteur de 10 coudées. Elle était recouverte de pierres calcaires blanches. C'est ce qu'il appelle la terre célestielle. Je vais vous le montrer. Parce qu'à l'origine, la grande pyramide était recouverte de terre, de calcaire. C'est ce qu'il, lui, il appelle la terre célestielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai dit 440. Et c'est ça. D'ailleurs, 440, c'est 44. 44, c'est la mesure de toutes choses au Soudan. C'est 8. On ne dépasse pas 8. Je l'ai déjà expliqué 100 000 fois, je ne vais pas revenir ici. 280, c'est 28. C'est encore l'unité, c'est le chiffre d'Osiris, c'est un ensemble de choses. J'ai déjà expliqué ça aussi, je ne vais pas revenir là-dessus. D'accord? Si Ogotemili, c'est ça, ça veut dire que les Dogons sont pour quelque chose dans la fabrication des pyramides. Donc, quand on parle de phénoménologie, c'est-à-dire que la langue ne suffit pas. Il faut aussi voir dans l'environnement si subsiste des choses. Lisez le dieu d'eau. Les sciences qui sont dans le dieu d'eau disent ce que sont que ces pyramides et qui sont ceux qui ont fait ça. Ils ont le nom, ils ont les dimensions. Ogotemili le dit comme ça ne paraît pas, mais il faut être attentif parce qu'au Soudan, on réduit les nombres. C'est une opération qu'on n'a pas dans l'arithmétique occidentale. Hein? On a l'addition, la soustraction, etc. On ne réduit pas. Quand il dit 440, il dit 8. Voici pourquoi Ogotemili dit fond carré de 8 coudées de côté. C'est ça. La pyramide, c'était ça, ses dimensions. Ce sont ça, ces dimensions. La grande pyramide de Gizeh, c'est ça. C'est ça. Donc, ils savent ce qu'ils font quand ils le font. Bon, maintenant, je vous dis donc, et maintenant je reprends maintenant avec les images. L'ouverture arrondie en cercle là, c'est Nout, c'est elle qui est au-dessus. Geb, c'est la terrasse qui est couchée ici. C'est sa position habituelle, je pense que vous le savez. C'est ça qu'on appelle Nout et Geb. OK? Bon, on va dire le ciel et la terre. Bon, mais je vais vous dire, ce n'est pas tout à fait la terre qu'on croit. C'est aussi le cercle et le carré parce que de là, on dégage le nombre d'or qu'il y a dans la pyramide. Je ne vais pas être long, c'est Obenga qui parle de ça dans son texte sur la géométrie. Bon, il ne parle pas du panier, toutes ces choses. Je rajoute parce que c'est un complément, simplement. Mais sachez que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est des calculs, des choses importantes. Parce que dans la pyramide, il y a le nombre d'or. Le nombre d'or vient de là. C'est de là que vient aussi l'homme du Vitruve, sans insister. Parce que le prototype de l'homme possédant le verbe créateur, c'est ce que disent les Dogons. Ils parlent de ça tout le temps. Les mesures, toutes ces choses. Le cercle et le carré. D'accord? C'est Geb et Nout.
Et l'homme est au milieu, cet homme au milieu s'échoue. C'est lui qu'on présente comme ça la vie, etc. C'est ça. C'est ça qui est là, représenté différemment. Sauf qu'on attribue ceci à Léonard de Vinci. Point d'interrogation. Bon, je vais m'intéresser à ce que dit notre prophète, c'est-à-dire Ogotemili. Voici ce qu'il dit maintenant. Quand l'ancêtre est descendu du ciel, avait-il dit tout d'abord, bon, c'est Griol qui reprend ses propos, d'accord? Quand l'ancêtre est descendu du ciel, avait-il dit d'abord, il était debout sur un morceau de ciel carré. Écoutez bien. Quand l'ancêtre est descendu du ciel, il était debout sur un morceau de ciel carré, pas très grand, à peu près comme une natte à dormir. Comment tenait-il ce morceau de ciel? C'était un morceau de terre de ciel. Oui, comme une maison. Il avait 10 coudées de haut, avec des escaliers de chaque côté indiquant les 4 points cardinaux. Donc, il reprend le schéma de la pyramide, de l'œuf cosmique, du grenier. Le morceau de ciel carré auquel se rapporte le fond carré du panier que j'ai présenté tout à l'heure est un morceau de terre de ciel. Sauf que pour les Dogons, l'expression terre de ciel est synonyme de terre du placenta, un objet décrit comme une argile de couleur claire. C'est comme ça que les Dogons décrivent cette terre spécifique. Argile de couleur claire, terre du placenta, terre du ciel, hein, terre célestielle. Mais c'est la terre, c'est le placenta. C'est le masculin du placenta. Si vous voulez, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est ça. Terre du placenta. Argile de couleur claire. Bon, maintenant, je vous présente le calcaire. C'est l'argile de couleur claire. Le calcaire, c'est pour ça qu'on place ça sur les pyramides. C'est comme ça qu'elle a été bâtie à l'origine. Ça, c'est le calcaire. Bon. Sauf que, chez les Dogons, comment est-ce qu'on dit clair? Le mot pour clair chez les Dogons est banou, qui en fait signifie rouge, couleur rouge, qui désigne toutes les nuances de rouge, y compris l'orange, et se dit aussi du teint clair. Quand une personne a un teint clair, on dit banou, de certains individus. La terre rouge se dit bana en torosso chez les Dogons, terme en rapport avec banou, bien sûr, rouge, couleur rouge. On dit banamo, faire rougir, rendre rouge, d'où le sens de blessé, muy bané, je me suis blessé. Ce qui donne à cette argile, terre du ciel, terre du placenta, d'être une terre rouge. Pourquoi je le sais? Ici, je m'arrête ici, mais vous devez savoir que Ogotemili va expliquer que cette terre est rouge parce que c'est le lieu où on a pratiqué le sacrifice du Nomo, son cordon ombilical, etc. Il parle de beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu alourdir la chose aujourd'hui, mais sachez que dans la logique traditionnelle, il y a un sens à tout ce que je dis ici. Donc, quand on dit, dans le Soudan, quand on dit clair et rouge, c'est proche symboliquement. Parce que, par exemple, il faut savoir qu'en Afrique, les hommes, les blancs, entre guillemets, sont appelés les rouges. Je pense que vous le savez. Par exemple, en son cas, on dit Borosire. Ça veut dire homme rouge. Mais on va traduire dans le texte par blanc. Voilà. Mais bon, ce sont des choses qui sont évidentes. Ah, explique que le contraire des noirs, c'est pas blanc, c'est rouge. Ah, bon. D'accord, c'est une science. En tous les cas, ce que je dis ici, c'est quand même intéressant. Hein, vous allez comprendre quelque chose. Alors, donc, je reprends le mot pour clair. Quand on dit clair, pourquoi je suis dans l'affaire de clair? Parce qu'on vous dit que cette terre du placenta est une argile de couleur claire. Mais en fait, argile de couleur rouge. Enfin, tout au moins, en rapport avec la couleur rouge, puisque, en fait, quand le Dogon dit clair, il dit banou. Mais banou veut dire rouge. Ouais? Ben, on comprend que dans l'esprit du Dogon, il y a entre clair et rouge, évidemment, une ressemblance du point de vue symbolique. Voilà. Chez les Dogons, chaque type de pouvoir est associé à une couleur distincte. Ocre pour le chef de guerre, rouge pour le maître de la terre. Je reprends. Chez les Dogons, chaque type de pouvoir est associé à une couleur distincte. Ocre pour le chef de guerre, rouge pour le maître de la terre. C'est à cet ancêtre descendu du ciel sur un morceau de ciel carré que nous devons la figure biblique d'Adam. Pourquoi? La racine verbale Adam signifie être rouge. J'ai déjà présenté Ève. Awa. Je présente maintenant Adam. OK? Adam est créé à partir de l'argile rouge. Ça, c'est ce que dit la Bible. En hébreu, ce mot désigne l'argile rouge ou quoi que ce soit de rouge. Avec ce rapprochement traditionnel, Adam serait le terreux. C'est ce que disent notamment Flavius Joseph, Origène, Eusèbe, le terreux, la terre. La terre du ciel, terre du placenta, etc. Et aussi le rouge, c'est ce que dit Humbert, comme la terre de laquelle il fut tiré. Le dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques de François Sabatier note le nom d'Adam veut dire roux, rouge ou terre rouge. C'est parce qu'il fut tiré de la terre, etc. C'est l'histoire de la Bible, vous savez. OK? Bon.
En traduisant la Bible en langue grecque, Flavius Joseph peut écrire: Et cet homme fut appelé Adamas, ce qui dans la langue hébraïque signifie rouge. Ceci parce qu'il avait été fait avec la terre rouge délayée. Ce mot est général au sein des langues sémitiques. Je présente les mots. Je ne vais pas lire tout ceci. Adam, en acadien, c'est rouge, rouge sang, le sang, rouge, 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 rouge. OK? Ceci pour vous dire quoi? C'est que, évidemment, c'est l'image d'Adam et Ève qu'on trouve dans celle de Gebenout, évidemment. Mais le dire ne suffit pas, parce qu'il faut encore savoir le prouver. Je présente maintenant la scène telle que on peut l'envisager, c'est-à-dire que la courbée, c'est Awa. Adam signifie rouge. Sous-entendu Banou, sous-entendu tout ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire, mais c'est dans la même structure, dans le même schéma, je veux dire, symbolique tout au moins. Mais je présente la chose comme ça pour que vous ayez au moins une suite logique, parce que je sais que ça peut être compliqué, je le reconnais. Bon, maintenant je rappelle, qui est Geb? C'est la question qui est posée. Qui est Geb? Ici, il est dit, quand l'ancêtre est descendu du ciel, avait-il dit tout d'abord, il était debout sur un morceau de ciel carré, pas très grand, à peu près comme une natte à dormir. Une natte à dormir. C'était un morceau de terre du ciel, oui, comme une maison, une natte à dormir. Donc, il compare la terre du ciel, morceau de ciel carré, comparé à une natte à dormir, hein, à une maison. Le mot pour natte chez les Dogons, c'est kaba. Kaba, en torosso. En Ajamba Dogon, c'est kebu ou kabu, la natte. Justifié de ce point de vue, parce que vous allez comprendre la structure de laquelle Irgeb vient de là. Ce morceau de ciel carré, vu comme une maison, est aussi une terrasse. C'est ce qu'il dit. La terrasse. Il se tenait sur une terrasse. Comme le rappelle le mythe, elle-même liée au fond carré du panier. Le fond carré que j'ai associé déjà au cube, à Geb, etc. Les langues mandingues indiquent Kobi ou Koubé, maison en maçonnerie avec toiture formant dôme ou terrasse. C'est le nom de Geb, là. Et ce sont les structures phonétiques qui permettent de le solliciter. En Bambara, Kaba désigne le ciel. Peut-être possiblement la terrasse, mais enfin, c'est ça. Et Koubé, une coupole ou un bâtiment. Plusieurs variantes pour ce mot sont attestées. Je donne les séries. Kobi, en bobo, résidence, case à terrasse, etc., etc., etc. Koubou, coupole en acadien, Kouba en arabe, coupole mausolée, Kouba, coupole, etc. Bref, l'idée de case à terrasse, terrasse, etc. vient justifier du fait que chez les Dogons, ils se servent donc de la terrasse, c'est-à-dire de ce fameux carré, c'est-à-dire de la base de ce panier pour illustrer la figure de Geb. Et la structure Geb est associée à cette manière de vocaliser, c'est-à-dire la notion de terrasse. Alors, je peux le solutionner par l'emblème de Geb qui est une oie ou un canard, si vous voulez. Voici les solutions. Je ne veux pas être long parce que je sais que le temps file, c'est fait tard. Vous avez le nom de loi en égyptien pharaonique. Sachez que le déterminatif peut seulement changer, ça devient le nom de Geb. On va dire poule, cob, bassa, koba, koba, etc., etc., etc. OK? C'est ça la structure phonétique qui permet de rejoindre ce fameux Geb. Et le voilà représenté avec son symbole sur la tête. C'est une oie. Bon. J'ai dit ceci. Les comparaisons choisies par Ogotemili pour illustrer la terre du ciel le nom que certaines langues subsahariennes donnent à l'argile rouge. À l'argile rouge. Nous pouvons citer le baoulé, ba. Sachez que c'est Geb, hein? Sauf que le A a chuté. Quand je dis Gba, c'est Gaba ou Ba. Hein? On dit argile rouge. On dit Gbagba. On duplique le phonème pour dire terre rougeâtre. En dents, B, c'est l'argile. Ce vocabulaire est instruit par le nom du dieu Geb. Je présente la graphie, qui remplace parfois le signe de loi par cette marmite, cette sorte de pot avec un trou à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Et je dis, donc, ce changement ou cette commutabilité des signes s'explique en vertu de l'homophonie qu'une forme comme le baolé gbagba, terre rouge, entretient avec le fond. Le fond, c'est une langue du Bénin, le fongbe. On dit kpakpa. On duplique le phonème pour dire canard. En bassa, c'est koba koba. Sachez que c'est le même mot, ce n'est qu'une manière de dire. Le fongbe va dire kpakpa, quand le bassa va dire koba koba. C'est le même mot. Hein? Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, parce que sinon, je serais obligé d'aller dans la linguistique trop et ce n'est pas essentiel. En fond, on dit kpakpa, canard, pépéré, canard, kpakpe, wewe, loi, tokpakpa, canard sauvage, en Yoruba, B, c'est kakete. Tous ces mots-là sont liés à cette divinité qu'on appelle Geb. Tous ces mots. Parce que la structure phonétique GB, Geb, là, c'est B, Pa, etc. C'est comme ça que ça se lie, en fait. Voilà. Et je présente donc d'autres mots pour soutenir le fait qu'il est essentiellement lié, bien sûr, à la couleur rouge.
le Bété, le Baya, le Bofi, le Banziri, etc. En malinké, B va signifier blanc. Donc on voit bien le rapport permanent du point de vue symbolique que les peuples africains font entre le rouge et le blanc. Parce que du point de vue symbolique, c'est quelque chose d'apparent. Sachez que ce que je dis ici va s'étendre à l'albinos. Parce que l'albinos est toujours dans l'image de l'ancêtre fondateur, toujours. Oui, je pourrais le justifier de plusieurs façons, parce que c'est Ogo qui va créer le monde, etc. Bon. Mais je me limite à ces premières descriptions parce que je veux régler la question de Geb. Et ce sont ces mots ici, rouge, cuivré, etc. Bon, voilà. Alors, pourquoi on lui donne cette position? Parce que vous devez vérifier, évidemment, tous les éléments qui permettent de soutenir l'argumentaire par rapport à la vocalisation. Il est représenté couché sur le côté. En copte, c'est kebe, repos. Enfant, kobe, se coucher sur le côté. En bambara, kaba, c'est le côté. En fond, akpa, c'est-à-dire on fait une métathèse. Akpa, voilà. On dit côté ou pas côté. Mais c'est ce qu'on appelle une métathèse, c'est-à-dire le A passe avant le K. Mais c'est le même mot. La métathèse, c'est le signe d'une origine commune. D'accord? Je dois quand même vous le dire. C'est ça. C'est comme ça que ça se lit, le côté. C'est pour ça qu'il est représenté comme ça, parce que c'est ça son nom, en fait. Vous devez le savoir. C'est le fameux, là, c'est la terrasse, là. C'est ça, c'est la terrasse. Mais qui est parfois en haut, parfois en bas, dépendamment comment on fait. Je vous ai expliqué la chose. Bon, maintenant, je vais vous dire ceci. Cette posture transporte l'ensemble du vocabulaire, la posture couchée, là. L'ensemble du vocabulaire relevé jusqu'ici, puisque le bambara, kaba, côté, a un lien phonétique manifeste avec le fond akpa, côté, ou pa, côté, que duplique le mot akpa, comme désignation du canard. Vous voyez le rapport? C'est-à-dire, c'est le même mot. C'est le canard, dans la même langue. L'oiseau dédié à Geb. On dit akpa, plaie, blessure, échymose, rouge. Akpa, arbre au bois de couleur rose-rouge. C'est comme ça qu'on appelle cet arbre, qui évoque la couleur à laquelle s'identifie Geb. Le mot pa, côté, est la racine pour le théonyme Akpata. Aussi, Issa Akpata, dit aussi Sakpata, le dieu de la terre, de la religion vaudon, appelé Aino, maître de la terre, ou Haihosu, roi de la terre en Fongbe. Aino, Aino, voilà, Aihosu, roi de la terre, en Fongbe. Les hôtels consacrés à cette divinité sont souvent placés à l'entrée des villages et des maisons. Hôtel fait de petits tas de terre sur lesquels repose une marmite de terre cuite percée de trous. C'est le hiéroglyphe de Geb. Ouais. Entrant dans l'une des variantes graphiques de Geb. C'était ce sont hiéroglyphes. D'accord? Donc, oui, Geb, c'est la terre, mais ce n'est pas tout à fait la terre comme on le pense. C'est ce que je voulais dire, en réalité. Ce n'est pas la terre où on cultive. Non, la terre qu'on cultive, c'est une femme. C'est la terre du placenta, la terre célestielle. Vaut mieux le dire de cette façon, si vous voulez, d'une certaine manière. Bon, alors, je poursuis. En Torosso, chez les Dogons, le mot bana, terre rouge, issu de banou, rouge couleur, est homophone de bana, chez les Dogons, qui signifie tache, plaque, qui se dit des plaques d'une maladie ou des taches de couleur sur un fruit qui commence à mûrir. Plusieurs maladies de peau contagieuses sont placées sous la tutelle de Sakpata. Je pense que vous le savez, en particulier la variole. Celles-ci sont perçues comme des châtiments et interviennent aussi dans le cadre des ordalies. Ambaoulé, Ba désigne la dermatose éruptive généralisée. C'est le nom de Geb. Ou la gale. En Bambara, Kaba nomme différentes maladies de la peau. On dit par exemple Kababilen, d'âtre, tache lépreuse, littéralement teigne rouge. Le même mot désignant un chien blanc et rouge par tache. Le dictionnaire mandingue de Delafosse indique Kaba, tache, maladie de la peau qui produit des taches sur l'épiderme, taches blanches sur la peau, lardrerie, teigne, écrouelle. C'est ça les affaires de Sakpata, je pense que vous le savez. Et quand on représente Sakpata, le voici. Teinture traditionnelle montrant les barques de Sakpata. La crête rappelle le gallinacé de Geb et les taches, les maladies éruptives. Donc c'est assez clair. Je donne maintenant quelques notes issues d'auteurs qui ont parlé de Sakpata. Le Hérissé, qui est un auteur français, évoque Sakpata. Il dit il est fétiche du sol. On lui élève des hôtels au carrefour d'entrée des villages ou devant les maisons. Si le destin, c'est-à-dire le fa du propriétaire l'a demandé. Ce sont des têtres minuscules sur lesquels repose une marmite de terre cuite, percée de trous réguliers et un bloc de latérite rappelant le masque d'un varioleux. Herskovitz parle de la même divinité. Sakpata,
qui, maître de la terre, nourrit les hommes en leur donnant le maïs, le mil et autres grains du sol, les punit en faisant sortir par leur peau les grains qu'ils ont mangés. Donc, ce sont des notes qu'on trouve chez les auteurs français, simplement pour rappeler que c'est de cette manière qu'il faut approcher, évidemment, cette divinité qu'on appelle Geb. Alors, la curiosité qui parvient maintenant, c'est que dans l'interprétation grecque, les Grecs ont dit que non, Geb, c'est Chronos, c'est-à-dire le temps. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent que en fait, il est Saturne chez les Romains. C'est comme ça qu'ils présentent la chose. Et il fallait le régler aussi parce que les Grecs n'ont pas tort. Je lui dis, il faut sortir de ces idées qu'ils sont dans un autre monde. Ils se disent non. Ils étaient chez nous au moins pendant 3 siècles. Et ils ont gouverné l'Égypte au moins pendant 3 siècles. Donc, on peut supposer qu'ils avaient accès au mystère qui nous échappe nous-mêmes aujourd'hui. C'est clair. La correspondance établie entre Geb et Chronos apparaît avec le vocabulaire sollicité par cette graphie. En Douala, au Cameroun, le terme Koba, c'est le nom de Geb dans l'expression Kobadanguindi, a le sens de jadis, autrefois. On dit au Kobadanguindi dans les temps anciens. C'est pour ça qu'il va être Chronos. Okay? Un mot dont la forme intensive est Koba Koba, très ancien, qui est un homophone de Koba Koba, qui désigne le dindon. C'est le nom de Geb, je l'ai dit, dans la même langue. Dans la langue bassa, le terme Koba signifie ancien, autrefois, depuis longtemps, et désigne par ailleurs l'ancêtre primordial. On dit Koba et Kwan sont les ancêtres les plus reculés de l'ethnie bassa. Dire depuis les temps de Koba et Kwan, c'est autant dire depuis les temps immémoriaux. Comme ça que les Bassa s'expriment. En Bassa, le radical simple Koba ancien peut être rédupliqué Koba Koba et prend alors le sens de très ancien. Comment je sais que c'est vrai et que c'est le nom du temps? Parce que en Bassa, on peut dire Koba pour dire ancien. L'autre mot pour dire ancien, c'est Lambi, qui entre dans l'expression Ilo Lambi, qu'on donne au Dieu créateur chez les Bassa, qui traduit littéralement l'ancien des anciens. OK? Sauf qu'en Douala, ce sont les voisins, c'est le même peuple en fait, ils sont tous de la même région. En Douala, Lambi, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est-à-dire le principe du temps, sans insister, l'infini. Hein? Le principe, c'est le chiffre 8. Lambi, le chiffre 8 en Douala. Donc, chez les Bassa, ça signifie ancien. Chez les Douala, Lambi, c'est 8. Et c'est le principe du temps, etc. Donc, je voulais juste faire cette note verbale pour que vous sachiez que c'est vrai. C'est pour ça qu'il est, pour les Grecs, Chronos, hein? C'est-à-dire le dieu du temps. Donc, ils ont pris simplement un aspect. Hein? Mais il est Sakpata. Oh, bien sûr, dans le vaudou, c'est lui. C'est clair. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas le temps, ce n'est pas la terre comme on l'imagine. Oui, même si, évidemment, dans le vaudou, on sait que Sakpata, c'est le maître de la terre, mais il faut savoir que c'est davantage lié à l'œuf cosmique, aux affaires du placenta, c'est-à-dire à l'hermaphrodisme originel qu'on trouve illustré à travers la figure de ce panier qui nous sert en fait de modèle pour bien illustrer la figure de Geb qui est la terrasse. Alors, quand je dis Kaba, pour dire la natte, sachez que, je vais d'ailleurs vous dire ça clairement, les musulmans, si vous allez en Arabie, vous demandez d'où vient la Kaaba. Parce que c'est ça, c'est le cube, c'est Geb. Sauf que ce cube, c'est un carré, donc c'est une matrice aussi. Si vous demandez aux musulmans, ils ont une histoire qui raconte, ils disent que, en fait, quand Adam a été chassé du paradis, c'est sur ce lieu qu'il a planté sa tente. C'est ce lieu où il a planté sa tente qu'on a construit la Kaaba. Comment on appelle la tente en arabe? C'est Al-Koba. C'est-à-dire Koba. Al, c'est l'article. Le mot, c'est Koba, qui devient en français alcove. Hein? Alcove, c'est le mot. Alcove vient de l'arabe al-Koba. Mais le mot, c'est Koba. Et Koba, dans la langue bantou, c'est la peau. En Chiluba, par exemple, Koba, c'est la peau. Dans un nombre conséquent de langue dite bantou, pour dire la peau, on dit Koba, etc. Parce que la peau, c'est le placenta. La peau, c'est le placenta. D'accord? La peau, la poche, les mots de la peau, les mots de la poche, la peau de l'animal, etc. Ce sont des mots qui. C'est là la raison pour laquelle, dans les temps initiaux, lorsqu'on enterrait en particulier les rois, ils étaient recouverts d'une peau de bête, souvent de taureau ou de vache. Parce que c'est le placenta, la peau d'un animal, figure le placenta. C'est le sens même de la nébride, c'est-à-dire cette outre de peau dans laquelle on met les morceaux du corps d'Osiris. Ça représente le placenta. OK? Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est ce que j'ai voulu simplement illustrer. Encore des choses à dire, c'est sûr, mais je vois que l'heure file, il est 22 heures. Je sais qu'on m'a signifié qu'il fallait que je m'arrête. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Je sais que c'est peut-être un peu intense parfois quand je parle. J'ai quelques passions parfois qui se manifestent. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Et voilà, s'il y a quelques questions et quelques éclairages à fournir, je suis à vous, évidemment. Merci beaucoup.